Bienvenue sur le 30e épisode de Radio VGL. Mon invité du jour est Victor Bastier, le fondateur de la marque Malfroid. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur la création de sa marque, sa passion pour les chaussures et toutes ces passions qui l'animent au quotidien. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 3 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bucherer Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m², c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevard des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, je vous invite vivement à aller y faire un tour. Bonjour Victor. Bonjour Arnaud. Oh là là, cette voix. Il est exactement 9h25. Nous sommes au 310 rue Saint-Honoré, dans un premier étage qui ressemble à une cave. Ah, t'es dur. Hein. Non, franchement, il est bien ce premier étage. Bonjour Victor Bastier, pour te présenter. Tu es le fondateur et la personne clé de la maison Malfroid, du chausseur Malfroid. Et tu es aujourd'hui au micro de Radio VGL. Qu'est-ce que ça fait d'être au micro là ? J'ai l'habitude de te voir. En réalité, on se voit régulièrement. Donc, mais ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi pour ce podcast. J'ai vu que tu avais des invités de marque, donc ça me fait plaisir de faire partie de... Ah, tu es un invité de marque ? Ouais, ça me fait bien plaisir venant de toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On va voir ce que tu as à nous raconter aujourd'hui. On va parler de d'où tu viens, où tu es, où tu vas aussi. On va aussi parler de tes passions parce que tu es un homme de passion. Ouais. Tu es un vrai passionné. J'ai un peu tout autour de moi là. J'ai ton vélo de descente, t'es collectionneur de vélos, t'es collectionneur de montres, t'adores les voitures, t'adores les fringues, les chaussures, enfin t'aimes tout quoi en fait. Ouais. Tout ce qu'on aime quoi. D'où tu viens alors Victor ? Raconte-nous un petit peu. Où est-ce que t'es né ? Alors moi je suis né à Paris, un vrai Parisien. Ouais, un vrai Parisien. C'est rare. Des parents parisiens aussi. Une espèce très rare. Apparemment ouais. Ouais franchement. Apparemment ouais, on pose souvent la question, les gens font ah bon t'es né à Paris, tes parents aussi, incroyable. Non, ça existe. Pourtant j'ai quand même... Toi c'est bien, je vais apprendre des choses sur toi alors que je te connais depuis des années. Bon, non, vrai Parisien, même si je dois dire que j'ai de plus en plus le goût de la nature et de la province et de quitter la ville, qui m'a bercé jusqu'à présent, mais je pense qu'à un moment donné dans la vie, on a envie d'aller voir ailleurs. Ouais, d'aller voir ailleurs et des choses parfois plus terre à terre, quoi. Retour à la nature, pour moi, c'est important. Et c'est quand même ancré en moi. Après, moi, mes ancêtres, mes grands-parents, etc., ils viennent d'un peu partout et on a envie, je pense, au bout d'un moment, de retrouver ça et de recoller un peu à ses racines de là où on vient, quoi. Donc t'es né à Paris, t'as grandi dans Paris. J'ai tout fait à Paris, hein. Ouais. J'ai fait presque tous les arrondissements. Je me suis recentré progressivement. Je suis parti du 12e arrondissement pour finir dans le premier, pour y habiter et y travailler maintenant avec cette belle boutique qu'on a rue Saint-Honoré. Mais ouais, études à Paris. Un tout petit peu à l'étranger, une petite escapade en Angleterre pour les études, à Londres après, pendant l'école de commerce. Mais sinon, ouais, beaucoup de Paris. Hein. Et t'as grandi dans quel milieu ? Tu étais un gars de plutôt un milieu favorisé ou c'était genre le petit Parisien Non, j'étais pas le petit Parisien. J'étais pas le petit Parisien, mes parents, classe moyenne, sont des travailleurs. Ma mère, elle a démarré de rien. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé, donc ça, je pense que c'est... T'as un ADN de bosseur, quoi. Ouais, je pense. Et puis en réalité, j'aime ça. Et puis en plus, là, en ce moment, j'ai la chance de faire un métier qui est pour moi
qui est pour moi une passion, quoi. Donc j'ai pas l'impression d'aller travailler le matin. Ça, je me rends compte que c'est un luxe, hein, de pouvoir être comme ça, pouvoir penser ça et de le vivre au quotidien. Mais ouais, j'ai pas forcément. Ouais, j'ai eu de la chance, hein. J'avais des copains dans la classe qui changeaient pas de basket une fois ou 2 fois par an. Non, moi j'ai voilà, un milieu plutôt simple. Et qu'est-ce que tu voulais faire à l'époque quand tu étais petit? C'était quoi tes projets? Qu'est-ce qui t'a amené à faire les études dont tu vas nous parler rapidement, je pense? Avant de faire des études, je pense qu'il y a peu de gens, moi du moins j'étais pas dans cette catégorie-là, qui disent moi je veux faire ça, je veux aller là. Mais j'avais quand même ce goût, je me souviens, j'avais ce truc en me disant j'ai l'impression que je serais confortable et je serais heureux si je suis indépendant, si j'ai une boutique, si j'ai une ferme, si j'ai quelque chose et que j'arrive un peu à m'exprimer et faire ce que je veux dedans. Ça, je sens que je l'ai toujours eu. Fallait que tu contrôles, fallait que ce soit toi le... Ouais, contrôler ou pas, parce que j'ai passé des années où j'étais pas, où j'étais un second et ça m'allait très bien, j'étais heureux comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, le caractère se dessine de plus en plus et puis tu prends ton chemin. Moi, ça a mis 30 ans, pour d'autres c'est 20. Mais non, jusqu'à mes 30 ans, j'étais encore en... Voilà, je me cherchais. Voilà. Donc tu as fait des études dans quel domaine ? École de commerce, j'ai fait l'ESG pendant 5 ans après le bac. Voilà, bonne expérience. Bon, avec ce qu'on connaît des écoles de commerce, c'était une bonne école. Hein. Ouais. C'était pas HEC, hein, on est d'accord. Hein. Mais j'ai appris pas mal de choses. Surtout, en réalité, comprendre l'univers dans lequel on est, nous à Paris. Je regrette qu'il y ait plein de matières qu'on nous ait pas appris, qu'on nous enseigne pas. Je trouve que c'est des grosses erreurs qui peuvent faire, toutes ces écoles. Mais ça t'apporte quand même pas mal de choses, en termes de culture de général, en termes de relations avec les autres, et puis de se débrouiller. Moi, je me suis beaucoup débrouillé. Je trichais pas mal en école de commerce. Je trouvais des raccourcis. Ouais. Et je dis pas que je continue à le faire, hein, mais je dis qu'en fait, c'est se débrouiller quand t'es entrepreneur, c'est... Je me suis rendu compte que c'était la clé. Voilà, faut savoir toucher à tout. Faut savoir monter un cadre et parler avec le banquier. C'est deux choses différentes pour savoir faire les deux. Faire tes réseaux sociaux, faire des prototypes de chaussures, faire des photos. Parce que c'est toi qui fais toutes tes photos. Alors j'ai eu une petite période photo dans ma vie. Du coup, je m'en suis servi dans mon quotidien. Alors je le fais parce que j'aime ça, mais aussi parce que c'est extrêmement pratique de pouvoir les faire soi-même. Ouais. Ça va très vite, quoi. Ah, ça va très vite. Hein. J'ai d'autres amis qui ont des boîtes. Faut appeler le photographe, faut prendre rendez-vous. Ouais, c'est faut qu'il vienne, faut qu'il traite. 10 jours se sont passés. Ouais. Moi, en 2 heures, c'est fait. Ouais. Et j'ai pris du plaisir à le faire. Je veux que j'aime bien prendre des photos et puis au moins tu sors ce que tu veux. Ouais. Une chaussure, qu'on le veuille ou non, tous les angles lui vont pas. Et c'est comme pour le visage d'une personne. Certains angles, c'est très beau. Tu maîtrises à fond, quoi. Je veux dire, c'est l'image de ta boîte à la fin. J'en ai fait beaucoup. Quoi. J'en ai fait beaucoup, à force. Depuis toutes ces années, c'est clair. Gros disque dur, quoi. C'est clair. Donc tu fais ces études et à un moment, quand tu décides de... Enfin, il y a toujours un moment, tu sors de cette école, tu te retrouves à te dire, tiens, je vais où là, et là, tu fais quoi à ce moment-là ? Alors, moi, je dois dire que j'ai jamais eu jusqu'à ces 4 dernières années, de gros questionnements dans ma vie. Tout s'est déroulé de manière assez naturelle. Ouais. Et en plus, ça s'est toujours fait dans le milieu de la chaussure. Hein. Mon premier stage sérieux, je le fais au Coq Sportif, où je fais du retail, où je fais du produit. Et du coup, je suis chaussure directe. Je me rends compte que j'aime vraiment ça. Au Coq Sportif, il y a aussi du prêt-à-porter, qui m'attire moins, qui est trop soumis aux tendances, aux modes. C'est très volatile, quoi, le prêt-à par rapport aux vêtements plutôt qu'en souliers ou même les baskets en réalité. Même s'il y a beaucoup de modes, en réalité, ça reste à peu près toujours les mêmes styles. Hein. Tu vois, c'est vrai. C'est la runner, la tennis, ça reste un peu toujours les mêmes styles. Et j'accroche quand même bien sur ce milieu-là.
sur cet univers. Et je reste pas mal de temps au coq sportif. Et puis après, tout s'enchaîne assez rapidement, mais ça s'est fait naturellement. Et puis après, plus de 11 ans maintenant dans le soulier homme. T'as pas bossé dans une banque, Non, t'as pas fait ça? Non, j'ai travaillé dans une maison, la seule maison dans laquelle j'ai travaillé, ce qui n'était pas une marque de chaussures, c'était Jorgensen. C'est une maison danoise, qui est une très très belle maison, qui est un peu pour les Danois, je sais pas, ça fait longtemps que je travaille pas pour eux, mais c'était un peu le quartier danois. Ah ok. Ouais, la maison référence. Et c'est pas du tout connu en France. D'ailleurs, ça n'a pas tenu, parce que les Français n'ont pas la culture de ce genre de produits. Bon, c'était des produits qui étaient très très haut de gamme, mais ils faisaient un petit peu de tout. Ils faisaient de l'horlogerie, en passant par de la vaisselle, de l'art de la table, mais tout était très très beau. C'était un groupement d'artisans danois. Chacun avait sa spécialité, et ils se sont tous regroupés sous un nom commun qui s'appelait Jorgensen. C'est une très belle maison, et qui avait des très belles boutiques, c'était de très bon goût, et j'ai appris beaucoup avec eux. Ouais, j'ai appris beaucoup, même si j'ai dû travailler 6 mois, peut-être un peu moins d'1 an, et je trouve ça dommage que cette marque ait pas plus en France, mais je crois qu'elle est un peu antinomique avec le style dans lequel on vit, et à Paris et dans le monde. C'est des maisons qui sont un peu perdues, c'était très cher déjà, et là tu avais des services en argent qui coûtaient des fortunes, etc. Mais c'est pas de la mélancolie de ma part, mais je crois que j'aimais bien cette époque. T'achetais un service en argenterie, bon, qui était dessiné, attention, c'était pas de l'argenterie de nos grands-mères à nous, c'était dessiné par des designers scandinaves incroyables, et puis tu les gardais toute ta vie. Et puis tu t'y attachais, tu les transmettais à tes enfants, il y avait quelque chose de beau, c'était ton patrimoine. Avoir un service Jorgensen, c'est pas... Alors nous, on avait Christophe, je crois, quelque chose comme ça. Ça doit être, ouais. Mais il y avait un côté plus profond que Christophe. Christophe, il y avait un truc vraiment de transmission, de fierté nationale, et c'était vraiment beau. Et ça existe toujours ? Ça existe toujours, ouais. Ils ont une très belle boutique ils ont une boutique à Londres, ils ont une boutique à Copenhague. Je crois qu'ils avaient New York, mais il faut vraiment creuser. C'est une très belle marque. Très belle marque, j'ai beaucoup appris. Et ils ont guidé mon goût sur l'horlogerie notamment, parce que j'avoue que j'aime bien les montres, et sur le design en général. Ils m'ont donné le goût du beau mobilier, des chaises, des bureaux, et puis de l'art de la maison, même si je suis pas t'aimes bien tout ce qui est beau, quoi. Voilà. Et comment t'arrives à la chaussure, quoi, à la fin ? J'arrive à la chaussure encore une fois après le... Est-ce que vraiment ce qui était les prémices de ce que tu fais aujourd'hui, quoi, en fait ? Alors moi, quand j'ai commencé vraiment le soulier haut de gamme, il y avait à l'époque le marché était très très différent. C'est 10 ou 12 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on fait un autre métier. À l'époque, tout le monde mettait des Richelieu ou des Derby avec des Smelker pour aller travailler, et c'était une autre période, on va dire. Mais je suis rentré dedans avec grand plaisir. C'était des beaux produits, moi ça me faisait rêver. Et puis ça changeait tellement des baskets que je faisais, qui étaient fabriquées en Indonésie, en Chine, un peu partout, que là j'avais vraiment l'impression de vendre quelque chose de vrai, quelque chose de beau, qui rejoignait peut-être ce que je disais avant. T'achètes un produit, tu le gardes. Je sais pas, ça allait bien avec ma philosophie, d'acheter des vrais beaux produits, des choses que tu vas t'attacher, qui vont se patiner. Même si le mot patine arrive progressivement dans ma vie, à ce moment-là, la patine du temps, je parle, pas les patines forcément avec les colorations qu'on voit aujourd'hui. Mais voilà, tous ces termes-là, tout ce champ lexical arrive progressivement dans ma vie, et je dois dire que les premières années, quand je travaille pour la première marque de chaussures, était assez incroyable. Il fallait tout faire. Il y avait quelques marques qui existaient à l'époque, qui étaient là depuis des années, des marques françaises, des marques anglaises et tout. Et puis, il y avait presque tout à faire. Donc,
je dois dire qu'on s'est bien amusé. Parce qu'en fait, à cette époque-là, c'était le renouveau de déjà l'arrivée des sites internet de vente marchand. Ouais, moi quand je suis arrivé en chaussures, ça existait à peine. Déjà, quoi. c'était un peu dur, mais c'était autour de 2010, non? T'as commencé en... Ouais, même un peu avant, hein, fin 2008, je crois. Fin 2008, donc c'est... Voilà, même si Internet était là depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, il y a quand même eu un temps assez long avant que la vente de chaussures sur Internet se développe vraiment bien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours pas... Enfin, pour toi, ça représente... Voilà, quoi, toi, t'es quelqu'un du... Des boutiques, ouais. Brick and mortar, comme on dit, mais voilà, des boutiques, quoi. Et Internet, c'est moins ton truc, mais même si ça se développe, j'ai l'impression. Ouais, ça se développe beaucoup. Pour moi, c'était un effort d'adaptation, mais on peut pas y couper. Et en réalité, je me rends compte qu'on peut y prendre du plaisir aussi. Ouais, tu prends du plaisir aussi. Ouais. Et donc, c'est vrai que je pense que c'était un peu à cette époque-là, donc autour de 2010, un vrai vent frais sur même la mode masculine, sur la chaussure, sur tous ces univers qui découvrent des nouvelles marques, puisque forcément on a accès à des producteurs plus facilement grâce à Internet, on a accès à des canaux de vente beaucoup plus facilement grâce à Internet, et donc là il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées, notamment les blogs. Moi c'est quelques années après que je me suis lancé, mais notamment grâce à ça il y avait une vraie émulation, donc toi tu rentres là-dedans à ce moment-là, et c'est là que tu prends du plaisir sur ça. Ouais, c'est vrai que moi je suis arrivé pile dans la période où c'était la période des forums, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. C'était énorme, quoi. Les blogs, les forums, ça parlait vachement sur Internet. Les ventes Internet se débloquaient progressivement. Mais c'est vrai qu'à l'époque... c'est vrai que les réputes se faisaient sur les forums. Ouais, c'était énorme. C'était énorme. Je me souviens, le matin, on se branchait, on regardait qui a dit quoi, etc. Ouais. C'était terrible. Mais j'ai beaucoup appris pendant cette période parce que tu te rends compte que le travail acharné en boutique que tu peux faire et même avec toute la passion que tu peux avoir, sur Internet, les gens le ressentent pas forcément. Ouais. Et c'est difficile. Alors aujourd'hui, et ça s'est vu, ceux qui ont réussi, c'est justement ceux qui ont très bien marketé. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être on le voit d'ailleurs, que ce soit à l'époque ou même aujourd'hui, les plus grandes maisons, les bottiers, les Loeb en Angleterre, les Vass, etc., qui sont les piliers de notre travail. Du savoir-faire. Sur Internet, et voilà. Ils valent zéro, quoi. Et aujourd'hui, les gens vont plus regarder les marques, je ne vais pas forcément toutes les citer, mais qui bombardent de pubs sur Facebook, vendant des chaussures faites en Europe, avec des marques du nord de l'Europe, etc., très très bien marketées, qui sont très belles, avec des très belles photos, très épurées, etc. Et aujourd'hui, un jeune, il va connaître cette marque-là, alors que c'est une marque qui existe depuis 3 ans, et qui est absolument pas créative, mais qui va pas connaître Loeb Londres, qui va pas connaître Croquette, et des marques qui sont là depuis toujours. Et il saura peut-être même pas d'où ça vient, cette fameuse forme qu'il trouve magnifique. Pas du tout. Et il va se dire, tiens, là ils ont sorti une superbe chaussure, mais en fait c'est juste une réplique d'une Croquette. Alors ça, bon là on rentre un peu dans le vif du sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est un peu malheureux, c'est que le côté purement créatif est pas du tout remercié. Est-ce que dans la chaussure, c'est pas justement difficile d'être créatif dans la chaussure que toi tu fais? Donc bon, pour ceux qui nous écoutent, si vous savez pas ce qu'est Malfroid, il y a des chances. Allez jeter un œil du côté de malfroid.com ou alors sur Instagram, Malfroid. Enfin voilà, regardez. Et de quoi? Non, je dis c'est vrai qu'on n'a pas présenté ce qu'on faisait vraiment à ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Tu vas le présenter. Et allez regarder à quoi ça ressemble, comme ça vous pourrez avoir un peu du visuel avec de l'audio. Mais dans toi, ce que tu fais, c'est vrai que la créativité, elle est assez dure. Tu marches sur une espèce de fine ligne. Si tu es trop à gauche ou trop à droite de cette ligne, tu fonces vite dans le mur et dans le mauvais goût, j'ai l'impression. Ouais, le mauvais goût dans la chaussure, c'est... Tu rajoutes un demi-centimètre de trop sur une semelle, en largeur, en épaisseur, tout de suite, bam,
on a un changement énorme, tu vois. Ouais. Et c'est même sur ce point-là, sur les proportions, que Malfroid se définit aujourd'hui. C'est que nous, on réinvente pas la chaussure, mais on veut faire une chaussure qui est juste, qui est bien dessinée, qui fait un joli pied, qui est cohérent avec les pantalons qu'on porte aujourd'hui, avec les tenues qu'on porte aujourd'hui, avec le confort, les habitudes de vie. Le confort qui se développe, ça c'est un sujet important parce que nous on fait du Goodyear, c'est-à-dire un cousu traditionnel, avec une trépointe, avec un intercalaire souvent en cuir qui rigidifie un petit peu. Aujourd'hui les gens, ça a marché pendant 400 ans, mais aujourd'hui les gens ils veulent plus ça. Bon, en gros, aussi pour expliquer, si vous n'êtes pas familier de tous ces termes, mais bon, en gros, dans la chaussure, il y a deux types. Il y a les chaussures qui vont être collées, celles qui vont être cousues. Et celles de Malfroid sont cousues. Il y a plusieurs types de couture, et notamment une couture qui s'appelle la couture Goodyear, hein, ça n'a aucun rapport avec les pneus. Même s'ils étaient de la même famille. Même s'ils étaient de la même famille, exactement, mais voilà, c'est pas la marque Goodyear qu'on connaît. C'est juste un type de couture, et la trépointe, c'est une partie de la chaussure qui est cousue, donc en fait avec la semelle, et qui permet de donner une certaine... alors bon, on dit que c'est plus étanche, que c'est plus résistant, que c'est ressemblable. Bon bref, après c'est des... Je doute qu'il y a beaucoup de chaussures qui soient ressemblées aujourd'hui, mais en tout cas, ça crée des chaussures qui sont des chaussures de qualité, qui durent dans le temps. Et puis c'est la manière un peu traditionnelle de faire de la chaussure, hein, ouais, c'est ça. Hein, voilà. C'est ça. De la chaussure de qualité, vous n'allez pas avoir une chaussure qui se décolle, quoi, enfin voilà. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent nous écouter, qui n'ont pas forcément le recul sur ça, qui n'ont peut-être jamais acheté de chaussures comme ça, mais en tout cas c'est comme ça qu'on fait de vraies belles chaussures. Ouais. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est assez rigide, faut les faire, quoi, tu vois, c'est comme ça qu'on a une vraie paire de chaussures. À l'époque, on appelait ça le charme. Ouais. Aujourd'hui, non, nous on travaille beaucoup. Guillaume Cadeau, là-dessus. tu vois, tu connais Guillaume Cadeau, qui a la marque Cadeau. Et c'était le premier invité, je crois, du podcast. Et il parlait justement de ces Weston qu'il avait acheté, qu'il était allé acheter avec ses parents, enfin quand il avait genre 16 ans ou 18 ans. Et il parlait justement fallait les faire pendant des jours et des jours, t'avais mal aux pieds. Mais il disait, aujourd'hui, je sais plus quel âge il a, mais genre quelques dizaines d'années après, il les a encore, quoi. Donc c'est beau, quoi, comme histoire, tu vois. Tu gardes moi, le c'est produit. des philosophies qui me plaisent, et puis je pense que en réalité, elles n'ont jamais été aussi modernes. Aujourd'hui, les gens achètent 3 paires de baskets par an, des baskets qui coûtent en plus de super cher aujourd'hui. Ouais, c'est clair. C'est hallucinant. Et puis on jette, et puis on rachète, et puis on jette, et puis on rachète. Bon, clairement, je pense que dans quelques années, on en rigolera de ça. On dira, mais tu te rends compte, on achetait 4 paires par an, on faisait 2 posts sur Instagram, et puis on rachetait une autre paire. Je veux dire, on peut plus consommer comme ça, quoi. Alors moi, je veux pas donner de leçons, etc., parce que moi, j'ai toujours un peu pensé comme ça. Je pense qu'un produit, on met du temps à l'acheter, on va le garder des années, et on va l'aimer, ou du moins, on va s'y attacher. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, avant que je fasse ce que je fais aujourd'hui, ce qui, je dirais, bon, heureusement ou malheureusement, me donne accès à énormément de produits et me fait avoir énormément de produits pour des besoins professionnels, hein, malgré tout. J'ai besoin de voir plein de choses, de tester, de donner mon avis. Enfin voilà, c'est mon job. Mais avant ça, donc j'ai beaucoup de produits aujourd'hui, j'ai beaucoup de paires. Même c'est un peu... Je le regrette d'ailleurs, même si voilà, en même temps j'en ai besoin, quoi, tu vois. Moi, je pense qu'à Paris, je dois être un des gars qui ait le plus de paires de chaussures et de plein d'autres choses. Mais je trouve que le raisonnement il est bon. Et avant ça, quand je faisais pas ça, moi j'avais quelques paires et c'était tout, quoi. Et c'est vrai que j'ai préféré acheter des choses qui duraient très longtemps. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que je suis allé chez mes beaux-parents ce week-end et ils ont des doudounes à moi que j'ai acheté il y a 15 ans. Et qu'ils utilisent, tu vois, parce que c'est à la ferme, donc ils utilisent ça, tu vois, tu mets un truc pour sortir, t'as envie d'un truc qui craint pas. Ils ont des trucs à moi que j'ai acheté, tu vois. C'est notre génération, en fait, costaud, qui a vécu quoi. comme ça. Moi, mes grands-parents, même mon père, voilà, quand t'achètes quelque chose, tu le gardes, quoi. Ouais. Nous, maintenant, ça nous paraît... ouais. Quoi en plus, tu t'habitues à... Je vais faire 2 saisons avec une doudoune, ouais. avec ma North Face. Non, tu changes.
Et je pense qu'on va pas dans le bon chemin. De toute façon, on sera rappelé à l'ordre, je pense, par mère nature à un moment. Et puis j'espère que le nouveau cool, ce sera ça. Ouais. Ce sera d'avoir des produits que tu as gardés, qu'on la patine du temps. C'est déjà le cas, hein, mais aujourd'hui, on est loin de ça. Je veux dire, de manière générale, t'es pas cool quand tu as la même chaussure 6 mois d'affilée. Je veux dire, les gens disent « Ah bon, c'est dur pour toi en ce moment, etc. » On vit dans ce monde-là, donc faut vivre avec ça. Mais je sais très bien que c'est qu'une période. Quand on regarde l'histoire du prêt-à-porter, cette période-là un peu folle de l'achat, c'est quoi ? C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans max. Avant ça, mon père, il a acheté un polo Lacoste, il gardait toute sa vie. Quoi. Il rinçait jusqu'au bout. Et c'était normal. Je veux dire, il n'y avait pas de jugement de valeur là-dessus à dire il l'a parce qu'il n'a pas d'argent, ou il l'a parce qu'il a pas de goût, parce qu'il ne veut pas évoluer. Non, c'était comme ça. Un bon produit, on le garde. Et le polo Lacoste, il est toujours là. Je préférais les coupes à l'époque, mais c'est toujours là. Donc un produit qui est bien fait et qui a bien été marketé, parce qu'il n'y a pas que le bon produit, ça moi je le vois tous les jours. Un produit qui peut être ultra bien pensé, s'il n'est pas bien présenté, ça va pas le faire. Donc à l'époque, tu rentres donc dans les années 2000, avant 2010, tu rentres chez un chausseur parisien, tu travailles chez ce chausseur. Tu passes par quelles étapes ? T'étais vendeur, Ah ouais, moi je fais bas de l'échelle direct. Ouais. Et tu commences vendeur ? Ouais, j'étais responsable de la boutique, mais c'est pareil. Ouais. Et puis ça m'a quand même donné le goût à l'époque de le côté un peu touche à tout. Le côté un peu traditionnel, la maison un peu à l'ancienne, que j'ai gardé aussi un petit peu avec Malfroid, parce que je me rends compte que mon plaisir, il est là aussi. Le côté touche à tout, le côté petite équipe. De toute façon, nous, on est dans on vend des souliers de qualité. Le côté, on va transformer ça en multinational, c'est pas possible. Fait parce que y a une rotation du produit qui est plus lente. Quand les gens achètent une paire de chaussures, ils la gardent longtemps. Pas une paire de Nike, où tu peux en vendre 8 à la même personne dans l'année. Donc le côté un peu traditionnel, un peu la boutique comme à l'époque, moi me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup, quoi, la relation que tu avais avec les clients qui reviennent. Ça me parlait beaucoup. Et je dois dire que je me suis assez épanoui là-dedans. Donc à l'époque, t'es devenu un vrai commerçant, quoi. Ouais, enfin, tu vois, le commerçant qui aime le client, qui aime le commerce, qui aime le relationnel, qui aime les gens, quoi. Tu vois, exactement. Et je qui pense prend que j'ai plaisir commencé à conseiller, vendre. Je pense que j'ai commencé à être épanoui au moment où je me suis dit, en fait, c'est là que je suis bien. C'est pas bosser pour une boîte qui a 12 000 salariés, de monter les échelons, d'être directeur marketing, tout ça. Ça, je me rends compte qu'en fait, c'est plus une angoisse qu'autre chose pour moi, d'être un numéro, d'être un... Là, il y a un côté un peu assez clé, quoi, dans ce que tu fais. Le matin, tu arrives, tu sers vraiment à quelque chose. Si t'es pas là, t'es pas là, quoi. Si t'es pas là, tu donnes plaisir aux gens, mais c'est comme, je sais pas, le coiffeur, le boucher. Moi, si mon boucher, il est pas là, je rentre pas, quoi. Ouais, voilà. Tu vois. Et du coup, voilà, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, où j'ai beaucoup appris, avec des très belles périodes, parce que la chaussure, à ce moment-là, c'était assez incroyable. Il n'y avait pas très peu d'internet, donc toutes ces marques qu'on a citées précédemment n'existaient pas. On était seuls, c'était vraiment une période assez incroyable, où on vendait beaucoup. On pouvait proposer des très belles qualités, des très beaux cuirs, avec des prix qui étaient qu'on calculait même pas, quoi. On mettait un prix, on disait tiens, ça c'est bien, c'est pas cher, ils vont être aujourd'hui c'est plus possible de travailler comme ça, du moins avec ces prix-là. On n'a plus accès à ces cuirs. Je me souviens, ma première paire de chaussures en cuir de la marque pour laquelle tu as travaillé, que j'ai acheté, elle m'avait coûté 190 €. Ouais. T'imagines ? C'était, aujourd'hui, tu peux rajouter 100 € quoi, dessus, tu vois, c'est un peu moins, mais tu rajoutes 100 €. Ouais, tu rajoutes 100 €, quoi. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Alors il y a l'entrée de gamme est pareil, le milieu de gamme, parce que voilà, l'univers que j'ai connu et fonctionnait comme ça, et le haut de gamme c'était pareil, hein. C'était des prix c'était cher, hein. Une paire de Weston c'était cher, mais ça allait, quoi. Ça allait.
Ouais. Aujourd'hui, c'est plus Je compliqué. sais pas combien ça coûte aujourd'hui. Je sais pas. Après, si tu veux parler de Weston, moi, c'est une marque que j'adore. C'était ma première paire de chaussures. À mes 18 ans, mon père, il m'achète une paire de mocs que j'ai dû mettre 3 fois, je pense. Tellement j'avais mal aux pieds. Mais je les adore. Ils sont chez moi, je les adore. Ouais, mais attention, un pied d'un gamin de 18 ans, quand il a connu des baskets toute sa vie, il n'est pas prêt. Ouais. Pour des chaussures en cuir, il comprend pas. La corne du pied, elle n'est pas faite. On a une petite peau de pied d'enfant, donc forcément, tu te fais un peu mal, mais ça, c'est normal. Je l'ai compris avec l'expérience, quoi, et avec tous mes clients jeunes, parce qu'on a beaucoup de clients jeunes, qui effectivement, quand tu arrives, ils sortent d'une paire de Jordan et il essaye une paire de Derby Defender. Waouh, c'est dur. C'est dur. Donc voilà, Ouais, période, mais ça, c'est l'expérience, mais c'est ce qui est beau, parce qu'après, les gens ils reviennent, ils me disent putain, j'ai eu mal au début, maintenant je les adore, etc. Voilà, c'est ce qui est beau dans notre métier. Ouais, parce qu'on dit ça, mais on en porte tous les jours et on n'est pas maso pour autant, quoi, tu vois. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai de plus en plus de mal à remettre des baskets, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai beaucoup de clients qui font un peu marche arrière là-dessus aussi. Surtout quand, d'un point de vue de santé, tu vois, genre de santé, de podologie, je pense qu'on appelle ça comme ça. Ouais, c'est ça. C'est moi, excellent je parle avec des médecins d'être stabilisé dans un pied. Ah, bien sûr. Et la basket est très mauvaise pour le pied. Alors, c'est très confortable, mais cercle un peu vicieux, c'est-à-dire que ton pied se relâche. Ouais, il s'écrase. Et du coup, il supporte plus, et du coup, il se relâche de plus en plus. Et le soutien, c'est bon. De toute façon, on a porté des chaussures avec des semelles cuir pendant 800 ans. La basket, c'est nouveau, mais c'est sûr que le confort est immédiat. Et aujourd'hui, moi, mon milieu, il est quand même confronté à l'arrivée massive de la basket qui s'est fait en 15 ans, qui a tout écrasé. Le marché, c'était un vrai bouleversement. D'ailleurs, tu fais un peu de base. Ouais, là, on développe de plus en plus. Ouais. Mais avec ton goût de chausseur, quoi. Donc, exactement. Tu soignes les cuirs, tu soignes les coutures. À part la semelle, c'est une chaussure. Ouais, c'est une chaussure classique, que tu as. Avec une doublure en veau, avec les mêmes cuirs qu'on utilise pour les chaussures plus classiques. Il y a juste la semelle qui va changer, mais j'avoue que c'est nouveau. Et je pensais pas prendre de plaisir autant à dessiner des baskets. Alors c'est très long, parce que les process sont différents. Dessiner une basket, c'est pas dessiner une chaussure. C'est des réflexes qui sont très différents pour moi, mais on travaille avec des gens assez sympas. Il se reconnaîtra notamment. Ouais. Voilà. Et je dois dire que je prends du plaisir. Je sais pas s'il écoute ce podcast. Je lui ferai écouter. Je lui dirai. Non, Loïc, bonjour. Loïc, bisous Loïc. C'est un grand fan de montres, d'automobiles et de chaussures. Voilà. On aurait pu se rencontrer sans faire de basket, juste parler de montres, je pense. Ouais, c'est clair. Mais voilà, métier nouveau, mais c'est agréable aussi de faire des choses un peu nouvelles. Ouais, c'est clair. De changer un peu. Tu te challenges, tu te mets dans des... Tu changes, ouais, c'est clair. Ça, en plus, ça se trouve, ça te donne des idées... pour la chaussure classique, enfin tu vois, tu peux peut-être... On le voit, tu l'as sous tes yeux, alors on pouvait pas voir malheureusement en podcast, mais ouais, le modèle que Arnaud voit à sa droite, ça découle un peu de la sneakers, et on travaille aussi aujourd'hui beaucoup dans ce sens-là, à trouver des compromis, et à se dire que y a pas que la chaussure traditionnelle, avec une semelle cuir en cousu Goodyear. Il y a des alternatives, ça va être à nous de les créer, même si on voit beaucoup de marques qui font beaucoup de choses, et franchement, la chaussure, c'est quand même un milieu dans lequel il se passe quand même beaucoup de choses. Ouais. De la chaussure jusqu'à la botte d'équitation sur mesure, il y a de tout. Et je suis quand même content de voir tout ça et de me dire, moi, je suis là. Dans tout cet éventail, Malfroid, on est là. Et comment justement t'es arrivé à créer Malfroid en sortant justement de cette expérience chez ton premier show comme je te disais tout à l'heure, moi ça s'est vraiment fait de manière très très naturelle. Déjà parce que j'ai l'impression que je sais faire que ça. Tu considères comme ça? Non, il y a plein d'autres milieux dans lesquels j'aurais aimé travailler, que peut-être je travaillerai dans le futur, ou même de manière personnelle que je développerai. Moi, l'horlogerie... le monde automobile, même le vélo, c'est un milieu que j'adore et dans lequel j'aurais tout à fait pu travailler. T'as un mini musée de vélo, faut que je fallait dire. Ouais. Chez toi, chez tes parents à la campagne, t'as un
un mini musée de vélo, c'est un truc. On appelle ça le musée. T'as vu ça? Non, mais un mini une petite musée avec. collection, ouais, T'as quoi? T'as genre une trentaine de vélos, non? Cinquantaine? Non, un petit Non peu moins, un petit peu moins. Bah, déjà, j'ai réduit un petit peu, mais un petit peu moins. Et Mais des bon, vélos ça, c'est ma Madeleine à moi, quoi. Ouais, Il y en a, c'est, je sais pas, ça va, c'est une bonne Madeleine, hein. C'est une Madeleine écologique au moins, tu vois. c'est une Madeleine écologique, non, mais c'est une vraie Madeleine de Proust, quoi. Moi, quand j'étais gamin, à chaque fois qu'on allait quelque part, mon père, il passait dans une boutique de vélo et j'ai grandi là-dedans et c'était bon, j'attendais que ça, quoi. Ah ouais. Ouais, le beau matériel. Et puis, il y a une esthétique qui m'a beaucoup guidé là-dedans, même dans la manière dont on fabrique les différentes pièces du vélo. C'est des matériaux qui sont incroyables, Ouais, des gens c'est qui vont clair. chercher la légèreté extrême. C'est un dessin qui est ultra épuré ou qui est ultra calculé. Et je dois dire que tout ça, comme chaque pièce est un élément clé sur le vélo, on peut passer des heures à chercher la plus belle pièce, la plus légère, la plus adaptée. Et pareil, ça m'a beaucoup guidé. Donc voilà, moi, c'est un peu ma Madeleine à moi. Il y en a, c'est les rollers, d'autres les jeux vidéo, d'autres les motos. Les motos aussi. Alors, Moto. Oui, c'est vrai. mais voilà, j'avoue que. Et donc après, comment t'arrives à créer Malfroid? Malfroid, ça vient naturellement à la suite où j'ai une séparation avec mes associés à l'époque. Et après, c'est le désir d'aller plus loin, d'aller à ma manière aussi, et de faire les choses comme on le sent. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, comme je le sentais. Les modèles qu'on fait, c'est quand même des modèles qui nous plaisent. Mais je dis pas qu'ils me plaisent parce qu'on travaille vraiment tous ensemble dans l'équipe et c'est vrai. Et ouais, tout le monde. J'ai assisté à ça et c'est vrai que c'est assez rigolo. On décide tous en même temps, Ouais. on vote et tout. C'est très et les gars, démocratique chez qu'est-ce qu'on Malfroid. fait l'hiver prochain? Ouais. Et là, tac, c'est parti. Ouais, je fonctionne pas du tout en despote et tout. Tout le monde. En plus, on a la chance d'avoir un peu toutes les générations. Jérémy qui est plus âgé, moi qui suis intermédiaire, Paul qui est plus jeune. Et d'autres, donc du coup on a chacun notre vision et avec des profils un peu différents et des profils goûts différents. Et donc ouais, non, on a beaucoup de richesse dans la team grâce à ça. Et j'avoue que je suis très très fier aujourd'hui d'avoir cette équipe au sein de Malfroid parce qu'on arrive à bien avancer et à éviter les pièges. Alors quand je dis piège, c'est la couture de trop, c'est la semelle un peu trop large, c'est la hauteur, etc. Et on en parle beaucoup et on avance beaucoup, on bosse vraiment passionné, quoi. Je m'en rends compte. Ouais, je m'en suis rendu compte tardivement où les gens qui pouvaient être là me disaient ah ouais, mais en fait, ah oui, ok, c'est comme ça que vous faites, quoi. C'est vrai. Il y a quand même un processus où donc voilà, Malfroid est né simplement de la passion, quoi. On va pas se dire autre chose, même si j'avoue que c'est un terme un peu générique comme ça, mais c'est juste né de ça, de ce qu'on aime et il vient d'où ce nom alors en fait? Moi je le sais, mais je pense que les gens qui... Alors Malfroid, c'était une maison parisienne. Ouais. Ils étaient bottiers à l'époque, donc le vrai bottier, donc c'est-à-dire prise de mesure du pied et sur mesure pure, comme on n'en voit plus aujourd'hui ou très très peu. C'est une maison qui est née dans les années fin 70 et qui a fait 70-80 jusqu'à début 90 et qui faisait que des bottes d'équitation. Il s'occupait notamment de la garde républicaine pendant un moment. Puis Weston a pris le relais. Et c'était une très belle maison, familiale, des Parisiens comme nous. Et du coup, on a fait renaître ce nom qui évoque pour certains le milieu équestre, mais je dois dire que Malfroid avait une notoriété à l'époque qui était quand même assez faible. Hein. C'était un petit bottier de quartier qui faisait des très belles choses, mais il y en avait plein. À l'époque, quasiment chaque arrondissement avec un ou deux bottiers, il n'y avait pas de marque de chaussures. Et c'était... Et comment tu l'as trouvé ce nom? J'ai trouvé ce nom... on avait à l'époque, alors je crois qu'il nous avait, pour être totalement transparent, il nous avait été soufflé par un ami qui avait dit regardez dans ces bouquins où on répertoriait tous les noms des bottiers, des cordonniers à l'époque, et il y avait ce nom Malfroid qui était là et qui disait il y a un truc à faire avec cette marque, et enfin du moins avec ce nom, parce que c'était pas vraiment une marque, et ça sonnait bien. Il y avait le côté parisien comme nous, il y avait le côté voilà,
ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je suis pas forcément à fond sur le marketing, à se dire il faut un nom qui sonne avec. Surtout que le nom, c'est pas très. À la fois, c'est important. C'est important, pas très important, et c'est pas facile. Enfin, tu vois, de te dire, il y a des personnes qui restent figées des mois sur le nom, quoi. Tu vois, qui ont le projet, mais qui n'ont pas le nom. Moi, je voulais un nom qui est. Alors, même si nous aujourd'hui, on parle pas forcément de l'histoire, parce que Malfroid à l'époque, c'était pas nous, etc. Je veux pas m'approprier quelque chose qui est pas à moi, etc. Mais je voulais pas d'un nom synthétique, quoi. Ouais. Voilà, des marques qui sortent des noms parce que ça fait pile il y a 5 syllabes ou parce que ça sonne bien en Angleterre, parce que alors c'est super important, il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais quand Rolex est né, Rolex en termes de marketing, pas 5 lettres, tous les noms, toutes les langues arrivent à le prononcer correctement, ça évoque le X avec le luxe, avec tout ça, le nom il est sciencé comme personne, regarde où ils en sont aujourd'hui. Alors c'est pas que ça, mais un nom comme Rolex, c'est exceptionnel en termes de marketing. C'est exceptionnel. Alors Malfroid, c'est peut-être un peu moins exceptionnel, parce que je sais que les Anglais, quand ils arrivent dans la boutique, Malfroid. Mais au moins, non, ça va. On est très content, très fiers de ce nom-là. Et puis si on arrive à faire renaître un peu de ses cendres, une maison française et parisienne comme nous, voilà. Donc quand tu te relances, tu te remets à faire ce que tu vendais auparavant finalement. Ouais, dans la vie on fait ce qu'on sait faire. Ça, il y a pas de secret. Quand on aime quelque chose, il faut persévérer là-dedans. Après, de manière un petit peu différente, parce que l'approche avec les ateliers, avec l'usine est très différente, beaucoup plus familiale. Bah là, pour le coup, aujourd'hui, c'est toi qui est en direct avec l'usine, quoi. C'est toi qui fabrique tes... Oui. Déjà, il y a une partie que je faisais pas avant, que je fais maintenant. Et je comprends le plaisir que ça peut donner de faire cette partie-là, qui est quand même géniale, parce que y a une partie un peu artistique, quoi. Tu fais une partition... tu fais une gamme, tu fais des teintes, tu donnes une couleur à tout ça, et au final, on finit par créer un univers. C'est marrant parce que on le fait presque sans s'en rendre compte quand les gens rentrent dans la boutique et nous disent ah ouais, c'est marrant parce que j'aime bien ce modèle, mais j'en aime plein d'autres. Il y a quelque chose d'assez uniforme dans la collection, et je dois dire que ça, je l'ai presque fait sans faire exprès. Mais encore une fois, parce qu'on le fait avec notre goût, et il y a des choses que je ferai jamais, même si parfois on peut sortir des choses qu'on aime un peu moins, mais bon, il faut aussi vendre à un moment. Moi, je suis passé... Ouais, il y a des choses, tu les vends aussi pour tes clients, quoi, pas forcément pour toi. Là, c'était... ça peut être intéressant, parce que c'est la partie où on a une société pour se faire plaisir. Et au bout d'un moment, mais c'est un peu ça. Toi, t'as une société pour se faire plaisir. Il y en a, ils vont se dire, ouais, non, j'ai une société parce que j'ai envie de faire des ronds et tout ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est que un jour, tu te rends compte que tu travailles. On va quand même dire au micro aux gens qui nous écoutent que tu n'es pas rentier et que tu as vraiment besoin. Je suis absolument pas rentier. Tu as vraiment besoin de ce job et que c'est pas uniquement pour. Non, pour mais le par fun, contre, un jour, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais eu cette chance que le plaisir me fasse manger. Ouais. Et que si je voulais bien manger, il fallait réajuster un petit peu, et puis ouvrir la marque et le style au plus de monde possible. D'où les baskets, moi les mocassins. J'ai jamais été mocassin au début, maintenant j'adore ça, parce que j'ai compris l'histoire de ce modèle, et je prends un plaisir fou à découvrir cet univers, à présenter des modèles, etc. Et alors qu'au début, j'ai dit le mocassin à pompons, j'adore ça. Jean déchiré, c'est clair. C'est la chaussure pour moi la plus rock'n'roll, quoi. Tu vois, le mocassin à pompi. Exactement. Donc à un moment donné, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, ok, on va pas dessiner que des modèles que toi tu vas mettre. Il faut aussi faire des choses un petit peu différentes. Et l'univers du Soulium, il est tellement riche, il est tellement profond, il y a tellement d'histoires. Je veux dire, on a de la chance, quoi. En réalité, donc on a développé ça progressivement. Et puis quand tu dis homme, c'est vrai que moi qui suis vachement impliqué dans
l'habillement de ma copine, tu vois. Ah oui Ouais, vraiment, j'adore lui donner des conseils et tout ça. Elle s'en fout un peu, tu vois. On est vraiment... c'est vraiment pas une question de moyens. Elle a des jeans troués, mais bon, elle s'est trouée parce que genre, ça lui s'en fout de se racheter des fringues, quoi. Okay. Et quand tu cherches vraiment des pompes pour femmes, bah c'est pas facile, quoi. Enfin, de la jolie chaussure, genre tu veux une jolie paire de Chelsea de qualité, tu vois, avec un joli cuir, etc. Franchement, c'est pas... je pense qu'il y a, mais on connaît pas, quoi. Ou le grand public connaît pas. Ouais. Non, mais tu vas avoir... je sais que chez Carmina, par exemple, ils en font. Ouais, Carmina Croquette, ils font un petit peu de Croquette, ils en font un petit peu. Qui est de qualité. Voilà, mais... c'est cher. Mais voilà. Et ils communiquent pas forcément dans ce sens-là. Donc pareil, c'est des marques un peu d'initiés. Après, la femme, je pense que s'il y a bien un milieu dans lequel il y a de l'offre, c'est la femme. Ouais, mais pas une offre de qualité. Mais non, parce que la femme... Ça, c'est un sujet qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi faire de la qualité pour de la femme? Pourquoi? Bah pour une certaine frange de population, genre typiquement ma copine, si c'est de la merde, elle va pas être contente, quoi. Ouais, mais elle achète peu, tu vois. Elle est minime, quoi. Mais c'est clair. Elle est minime. Aujourd'hui, je veux dire, même dans l'homme, hein, je vois dire, mais pourquoi faire de la qualité, en fait? Puisqu'au bout de 6 mois ou 1 an, de toute façon, ils vont les balancer. Tout ce qu'ils veulent, c'est un design, c'est un dessin. Alors c'est dur, hein, pour une maison comme la mienne de se rendre compte de ça, et dont on en parlait tout à l'heure. Mais à quoi bon faire de la qualité? T'augmentes les prix, tu mets la qualité moins bien, de toute façon les gens le voient pas et ils continuent à acheter. Plus c'est cher, plus ils achètent. Parce qu'aujourd'hui les gens achètent plus un positionnement social qu'une qualité réelle. Ils achètent cher parce que c'est cher, malheureusement, sur beaucoup de choses. Et faire... Parce que c'est aussi dur de comprendre ce que c'est une chaussure de qualité. Enfin, ça m'a pris des années, tu vois, de voir une chaussure, toucher une chaussure et de dire ok, bon, ça c'est un bon cuir. Et encore, je suis pas un expert de la chaussure, mais tu vois, c'est pas facile, quoi. Il y a tellement de détails. C'est pas facile et je pense que les gens ont pas le temps et je pense qu'aujourd'hui le prix fait ce travail-là. Ouais. Au même titre que dans plein d'autres secteurs, l'horlogerie, etc. Bon, bah c'est cher, donc c'est de qualité. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller regarder comment c'est fait. Alors, on peut regarder sur Internet, mais bon, les gens, ils ont tellement de sujets, ils travaillent, ils ont pas le temps. Donc, je suis persuadé que le prix a eu cet impact tellement important de dire j'achète un hoodie en coton aujourd'hui, ça peut coûter 250 €. On se dit ouais, mais c'est de qualité. Ah ouais, mais non, quoi. C'est fait dans la même usine que celui qui te le vend à 110 et quasiment à celui qui te le vend à 70 aussi. Donc le côté positionnement social et dans le prêt-à-porter est devenu un peu la prérogative, quoi. C'est le truc qu'on suit. J'espère que ça changera. Comment tu combats ça, toi? Enfin, comment tu évites ça avec Moi, je combats pas ça. Hein. Moi, je combats rien du tout. Moi, je fais Malfroid. On fait ce qu'on sait faire. On essaye de bien le faire, de le faire honnêtement, d'avoir des prix normaux, avec des marges normales. Ouais. Voilà, je me dis, j'espère que les gens se rendent compte d'eux-mêmes. On le voit avec la clientèle américaine, notamment ici, qui est une clientèle qu'on adore parce que c'est une clientèle qui est éduquée, qui connaît les bonnes choses, qui sait regarder un produit. On les voit quand ils prennent les chaussures, on sent le déclic, où ils font OK, j'ai vu, ça c'est de la qualité, maintenant on va essayer. Ah, c'est marrant. Et ils achètent. Et puis quand ils achètent, ils achètent. Ouais. Et parce qu'en fait, si ils ont... tu vois, quand tu vois le produit et que tu sais ce qu'il y a en face, aux même gamme de qualité, tu te dis que oui, il était en train de faire une petite économie par rapport à... Alors, je dis pas qu'en face, il y a Croquette, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même quelques petites différences, mais en face, il y a facile des chaussures qui vont valoir 200 balles de plus, tu vois. Ouais. Et je trouve que cette clientèle américaine le détecte. Ah ouais. Je sais pas, je trouve qu'ils ont un œil. Alors peut-être parce qu'on a une clientèle américaine qui est quand même filtrée. Ouais, des gens qui viennent à Paris, des gens qui sont quand qui passent le pas de la porte. Voilà, qui sont quand même dans un certain milieu, qui a été sensible à ta vitrine. Voilà, si les gens rentrent, et de toute façon, même la clientèle parisienne, quand elle rentre, c'est parce que voilà, nous, le travail est fait en amont, quoi. Les gens sont déjà convaincus, entre guillemets, quand ils poussent le pas de la porte. Ils savent ce qu'ils vont trouver, ils savent ce qu'ils vont dépenser, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines maisons. Quand tu rentres, tu sais pas ce qui va t'arriver, quoi.
Donc nous on essaye d'être assez clair là-dessus. Et ouais, alors après non, comme je te disais, moi on combat rien, c'est juste que aujourd'hui je trouve que beaucoup de choses sont extrêmement chères, mais parce que nous, et moi je le vois maintenant que je suis entrepreneur, avoir une entreprise ça coûte très cher aussi, et avoir des marges relativement confortables sans être exagéré, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pensais pas que j'allais passer 1 heure tous les jours de ma vie à penser à ça. Si. En fait, faut penser à ça parce que pas assez cher, tu vis pas. Et parfois, même les gens n'achètent pas quand c'est pas assez cher. Nous, on le voit. Le nombre de fois, on nous dit, mais les chaussures en Cordovan à 600 €, c'est pas cher. Ouais. Donc, on le sait, ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui... dans la boutique du 17e, des Parisiens qui nous disent... moi, je les trouve trop belles, vos chaussures, mais elles sont presque pas assez chères, quoi. Moi, j'ai que des copains qui ont des chaussures à je sais pas combien, je peux pas dire que j'ai des chaussures à... C'est fou d'entendre ça. C'est fou. Ouais. C'est fou. Donc, je lui dis, payez 200 € de plus, ça me dérange pas. Mais si vous voulez, on vit dans ce monde-là. On peut vous faire un prix. Non, mais à l'envers. Ouais, c'est ça. Et on vit dans ce monde-là, et je dois dire que pour l'instant, nous, on reste fidèles à ça. Aujourd'hui, tout augmente. On essaye d'être extrêmement raisonnable là-dessus parce que je me sens pas de faire du x10 sur mes chaussures. Je sais pas, je suis pas fait pour ça. Je serais mal à l'aise. C'est pas l'ADN, c'est pas ce qui a fondé Malfroid de faire ça. Qu'est-ce qui a fondé Malfroid alors, si tu dois le résumer? On l'a dit tout à l'heure, il y a le côté passion où on fait pas des chaussures pour faire des chaussures. On fait des chaussures parce qu'on les a imaginées comme ça. Ouais. Faire un One Cut ou faire un Richelieu, ça paraît extrêmement basique, mais nous on le fait de notre manière. Aujourd'hui, il y a une gamme que j'aime beaucoup qui s'appelle la gamme Cooper chez nous, avec les formes plus rondes, montées sur des smell gum, toujours en cousu Goodyear. Ça, c'est un pur produit Malfroid, c'est-à-dire qu'effectivement, de l'extérieur, c'est un Richelieu noir, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, mais tout se joue sur les détails. Moi, je me suis rendu compte de ça, même s'il y a certains détails sur lesquels on pouvait se passer, notamment en termes de marketing, je me rends compte que non, tout est du détail. Tout n'est que ça, et sur le produit, mais aussi en boutique, aussi sur Internet. Je veux dire, l'attention et l'amour que tu donnes à un produit, ça se voit principalement dans les détails. Et quelqu'un qui est amoureux des beaux produits, encore une fois, je parle pas forcément que de la chaussure, je parle de la montre, par exemple, l'horlogerie. C'est fou, mais c'est les détails qu'on regarde. C'est la petite écriture au dos, c'est la petite écriture sur le bracelet, c'est le petit réo d'1 millimètre qui fait la différence. Et ça devient d'où cet amour de l'horlogerie, d'ailleurs? Ça vient d'où, pour être très clair, je crois que mon père avait une très belle montre. Ouais, c'est ton père. Et un jour, on nous a dit, elle est très belle cette montre. Et je suis rentré dedans là-dedans. J'étais jeune, moi j'ai toujours aimé les montres, j'ai toujours été, mais j'ai jamais eu les moyens. Et mon père avait une très belle montre, et du coup j'ai grandi avec ça, et du coup ça a beaucoup filtré mes goûts. Il en avait une? Ouais, il a acheté à l'époque, pour ma naissance en 85, une Rolex Daytona, un 62-63. Il a porté cette montre pendant 10 ans de sa vie, vraiment daily watch, quoi. Il a fait le championnat du monde de VTT avec, vraiment, il se chronométrait avec, genre vraiment. J'adore. Ceux qui connaissent vont rigoler, genre il est fou, il allait à la plage à Saint-Jean-de-Luz et à Biarritz tous les étés avec. Ça se vend combien aujourd'hui une 62-63? Je sais pas, je vais dire des bêtises parce que je suis trop passionné, et parce que j'aime trop cette montre et que je sais que celle-ci est première main, boîte de papier. Il a encore le sac quand il l'a acheté. Enfin, il l'a encore? Ah ouais. Elle est full set de chez Full Set. Elle est incroyable. Bon, il la met plus, quoi. On la met plus, c'est au coffre. Tu peux même pas sortir avec. Non, c'est ce qui est dommage avec ce milieu-là aussi, c'est que tu peux plus les mettre, ces montres-là. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, je suis rentré là dans ce milieu-là via cette montre. Donc autant dire que ça filtre beaucoup. J'ai pas regardé les Seiko, je te cache pas. Même si Seiko, ça a l'air d'être vachement bien. Ouais. Mais non, j'arrive pas. Je dois dire que... Tu sais, quand tu commences comme ça, j'avoue que... Ouais. Et puis pareil, ça c'est... Encore une fois, on rejoint toujours ce fil conducteur d'avoir quelque chose que tu vas garder toute ta vie. Et mon père, il a eu 2 montres dans sa vie, quoi. Cartier Santos, une Rolex Daytona. À l'époque, c'était pas des produits de luxe, attention. Encore une fois, je remets dans le contexte. C'était cher, mais c'était parce que c'est aujourd'hui. C'était très cher, je crois qu'il avait payé 8000 francs à l'époque. Il m'a dit c'était beaucoup d'argent, mais il m'a dit nous, 8000 francs, bon, à l'époque...
Ouais, c'était cher, mais ça allait, quoi. Mon père était dans le cuir, il commençait à bien gagner sa vie. Ça pouvait être un mois de salaire, non, je sais pas. Non, je sais pas comment je sais pas, mais c'était plus cher que certaines voitures, quoi. Donc c'était cher, mais c'était pas. Voilà, il m'a dit c'était pas un délire. Et puis à l'époque, tu voulais être cool, c'était la Santos ou la Daytona. Mais le Daytona était sous-coté par rapport à les Cartier. Mais moi, je suis rentré dans la boutique pour acheter une Cartier et je suis reparti avec ça parce que le gars me disait que c'était cool. Donc je l'ai cru. Donc voilà, je suis rentré là-dedans. Donc pas mal de Rolex, même si avec tout ce que ça découle en termes d'image, qui n'est pas toujours bon, mais je trouve qu'aujourd'hui ça s'est amélioré. Ça y est. À l'époque, tu disais Rolex, on te montrait du doigt, on disait le frimer, le truc et tout. C'est une fausse ou machin. Il y avait tout ce truc-là. Aujourd'hui, je trouve que c'est vrai. Ils sont bien sortis. Ouais, c'est vrai, on est sorti un peu de ça. Ils sont quand même sortis d'un guêpier marketing assez terrible où c'était vraiment la marque du typiquement. Ouais. Et aujourd'hui du parvenu, quoi. Alors il y a eu un moment, c'était toujours un peu, mais aujourd'hui il y a la marque du garçon de café. On disait, tu sais, le garçon de café parisien. Et tout le monde a une. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mais en fait, c'est un peu comme le football pour moi. C'est genre, ça touche tout. Enfin, toute proportion gardée. J'habitais Porte de Saint-Cloud. Moi, j'y connais rien au football, tu vois. C'est un truc. Et quand j'étais Porte de Saint-Cloud, donc à côté du parc, j'habitais vraiment à côté du parc, je voyais les gens arriver et il y avait tout, tu vois. Il y avait le gars qui était encore en tenue de balayeur, tu vois, et le gars qui était en costume croisé avec son écharpe. Et ça, moi, ça m'a vraiment marqué, quoi, de me dire, putain, ça touche toutes les franges de la population. Et aujourd'hui, Rolex, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, autour de l'année 2008, tu vois, 7-8, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des gens qui étaient extrêmement friqués qui achetaient ça. Il y avait des gens aussi qui économisaient des années, tu vois, pour s'acheter ça. Mais c'est vrai que c'était la marque un peu du parvenu. Et aujourd'hui, ça touche un peu tout le monde. Genre, c'est une marque référence, quoi. Tu peux avoir le passionné qui va économiser... Enfin, je veux dire, si tu as un salaire, disons, correct, tu peux t'offrir une Rolex au bout de quelques années d'économie, tu vois, et la garder toute ta vie. Et alors, je sais pas, peut-être que dans certains milieux, parce que nous aussi, on est passionnés, donc on n'a peut-être pas le même œil sur ça. Donc... Ouais, il y a de ça aussi, mais... pour moi, ça touche tout le monde, un peu comme, je pense que ce qui est réussi dans une marque, et il y en a d'autres qui sont pas au niveau de cette marque-là, mais je trouve qu'une marque est réussie quand t'arrives à plaire à autant de gens. Ouais. Je veux dire, on parlait de Lacoste tout à l'heure. Lacoste, moi je suis pas client Lacoste. Ils s'en sont un peu bien sortis. Ils s'en sont bien sortis aussi. Ouais, pareil. Ils auraient pu tomber dans un écueil particulier, mais quand tu plais aux gars de banlieue et le gars qui fait du golf, aux grands bourgeois en même temps, et que ce gars-là, quand il passe le pas de ta porte, il est aussi excité d'aller s'acheter un polo, d'aller s'acheter un pull. C'est extraordinaire. Il y a une marque que j'aime bien, même si elle a ses défauts en termes de production, c'est The North Face. C'est pareil. C'est une marque qui s'appelait à tout le monde. De l'alpinisme, de l'alpiniste ultra technique qui joue sa vie tous les jours au gars de banlieue, tu vois. Qui met gars qui se met du suprême, tu vois. Ou du hype, ou de la jeune fille qui juste va au ski une fois par an. Tous ces gens-là, quand ils rentrent dans la boutique, ils trouvent leur compte. C'est bien. Et moi, je suis premier, j'avoue que j'aime bien cette marque. C'est extrêmement dur d'arriver à ça. Voilà, la réussiite, c'est ça, mais c'est aussi, je pense que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Ouais. Il y a une petite part de chance aussi qui joue. Les années font aussi leur travail. Les années font ça, ouais. Et je pense que le dénominateur commun de toutes ces marques, c'est en gros, tu as quelqu'un qui est passionné et qui fait ça avec talent aussi. Et qui est arrivé à faire comprendre aux gens que le produit qu'il allait, et la manière et la vision qu'il avait, elle est assez juste. Si tu prends du recul aujourd'hui sur ce que tu fais, regarder avec un peu de hauteur, comment tu arrives à transmettre cette passion au quotidien à ton client? Comment aujourd'hui tu dis, comment comment, même sans le vouloir, hein, même de manière totalement... sans le vouloir. Comment tu arrives à transmettre ça? Comment tu transmets ça? Je pense que c'est assez simple. Nous, on nous le dit souvent, et c'est pas qu'à moi, parce que je m'occupe un petit peu moins des clients en ce moment, mais c'est juste une discussion que tu as avec les gens. Je pense que les gens, ils le voient dans tes yeux que tu es passionné.
Ouais. Parfois, je dis aux gars avec qui on travaille, on vend pas des chaussures, quoi. On accompagne, quoi. On vend, Ok, donc là, si tu le rencontres, d'accord, le gars, il a franchi le pas de ta porte, donc il a voulu acheter une paire de chaussures, voilà. Mais avant ça, comment t'arrives à transmettre ça, genre sur Instagram, sur ton site internet, sur ton... Et bah ça, c'est une partie que je découvre. Alors moi, je l'ai toujours fait en essayant de faire des belles photos. Ouais. Je me suis rendu compte de plein de choses en faisant des photos. C'est que parfois les looks sont plus importants que le produit en lui-même. C'est terrible, parce que tu positionnes ton produit dans un univers. Si tu mets ta paire de chaussures avec un jogging, j'ai mis du temps à comprendre ça. Moi. Ouais, c'est clair. Je suis un peu lent. Et ouais, parce que toi, tu regardais pas le look. Toi, tu regardais la chaussure. Et ouais. Tu regardais la chaussure, tu regardais un peu le... Et ouais, mais tu vois. Je suis parti trop bas dans l'entonnoir. Faut prendre plus haut. Ouais. Et remettre et faire comprendre aux gens après, d'abord. c'est pas ton métier non plus d'être marketeur, tu vois. Non, mais ça le devient. Et logiquement, quand on aime son produit, on doit comprendre ça aussi. Moi, je trouve que j'ai pu mettre un peu de temps à réaliser ça. Mais avant de vendre un produit, on vend une image. Et aujourd'hui, l'image de Malfroid, c'est quoi? C'est qui porte ces produits-là? Comment on les porte? Et vu qu'on a une clientèle qui va de 20 à 80 ans, c'est pas évident. Alors on a un client type, ça c'est sûr, mais c'est pas évident. Donc le travail se fait comme ça. Alors il y a quelqu'un qui fait un très beau travail dans l'équipe, c'est Jérémy, parce qu'il écrit les textes sur le site. Et il a une plume que j'aime beaucoup. Moi j'ai une plume plus technique. Quand je parle de mon produit... T'es moins poète. Je suis pas poète, alors que lui, il arrive à le transmettre, à le retranscrire avec des mots que moi, j'utilise pas toujours. Et je trouve ça assez beau. Ouais. Je trouve ça assez beau. Il fait prendre un peu de recul. Et d'ailleurs, souvent, les gens nous le disent en boutique. Voilà, ils ont lu le petit texte et bizarrement, on parlait pas que de la chaussure dans le texte. Ouais. On replongeait dans un univers, etc., pour faire comprendre aux gens comment nous on voit les choses. Comment, en fait, un soulier, c'est pas juste, il va pas cocher des cases pour une tenue. Il est là parce qu'il a une histoire. Il est là parce que des gens l'ont porté comme ça. Il est là parce qu'il a été beau à une époque et il a traversé les années. Et il est toujours là. Ça, les gens n'ont pas toujours. La plupart des modèles qu'on a ont une belle histoire. Ont un passé. On prend le Desert Boots, le Chukka Boots, c'est un modèle militaire à l'origine, qui a été modifié pendant des années, qui a été réinterprété. Il est toujours là, ce modèle-ci. On peut pas ne pas avoir de Desert Boots dans une collection, le Jodhpur. Bon, on a quelques modèles sous les yeux. Le Richelieu qu'on a tout à droite, là, qui n'a plus rien à voir avec le modèle d'origine, mais il reprend cet ADN. Et c'est ce qui est beau, je trouve. C'est une évolution en douceur, quoi. Exactement. De toute façon, on n'a pas répondu à la question tout à l'heure, mais ça revient, c'est qu'effectivement... Il se peut que nous ne répondions pas à toutes les questions. Ouais, parce qu'en fait, on part vraiment dans tous les digresses. sens. On digresse dans tous les sens. Mais... C'était quoi la question? La question, c'était... parler du marché, de l'évolution, etc. Est-ce que c'est dur de dessiner des chaussures? Oui, c'est dur. De pas tomber dans le mauvais goût, de pas tomber dans le truc. Moi, je veux pas faire des chaussures à la mode parce que je veux pas être une marque à la mode. Je veux que les produits qu'on propose soient intemporels. Ouais. Quand on les ressort de la penderie 10 ans après, on disait ça c'était beau quand même. C'était pas mal. Et c'est ça pour moi, un dessin qui est réussi. Et ça se fait progressivement, mais c'est sûr que nous c'est compliqué de vendre des chaussures que tu vas garder des années avec un dessin que tu vas garder 2 ans. Ouais. C'est compliqué dans notre métier, donc on peut pas prendre de risques. Parce que les gens, ils achètent ça pour les conserver. Et prendre trop de risques en termes de style, si au bout de 2 ans, tu les regardes, tu dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? Et moi, il y a beaucoup de chaussures que j'ai achetées comme ça. Je dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? Mais c'est comme ça qu'on fait son éducation. Et donc, quand tu as lancé Malfroid, donc tu t'es relancé avec une gamme donc, classique, traditionnelle. Là, pour le coup, tu n'étais pas très créatif à ce moment-là? Si. Je suis entièrement d'accord. Ouais. La première collection Malfroid, c'était vraiment des classiques. Ouais, on prend pas de risque. De toute façon, déjà, je pense que financièrement, tu peux pas. Voilà, tu marches sur des œufs. Et puis, encore une fois, c'était une autre époque, avant le confinement. Ça, à quelle année tu lances Malfroid? C'est 2018, quelque chose comme ça. Donc, c'est relativement récent, même si la marque est plus ancienne.
c'est 2 ans avant le confinement, ou 1 an et demi. Et à l'époque, tout le monde va travailler en costume. Nous, le gros de notre chiffre de nos ventes, c'est quand même des choses classiques, avec des semelles cuir, etc. La Richelieu noire ou Richelieu noir, le derby noir. Ou la bottine relativement classique. Mais les gens, nous, quand on proposait des choses un peu plus créatives, en réalité, ils disaient c'est très joli, mais je vais les mettre une fois par mois, donc ça justifie pas ce budget. Compliqué. Donc voilà, encore une fois, ça s'est fait progressivement, et puis le confinement est passé par là. Le goût du confort, le sacro-saint confort, et nous a frappé de plein fouet, où effectivement on a dû travailler différemment, proposer des choses différentes, et je dois dire qu'aujourd'hui je pense ça comme une chance, même si pendant le confinement on se disait c'est dur ce qui nous arrive, et on se rendait compte, parce que nous-mêmes, du coup quand tu vas pas travailler, t'es en New Balance, c'est en Birkenstock toute la journée, tu te dis le retour comment ça va se passer, donc tu trembles un petit peu. Mais en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir, et je crois que c'est un peu le tournant de Malfroid et de ma carrière, de travailler des choses différentes. Ouais. Et avec ça, l'ADN grâce au de départ. confinement. Ouais. Moi, je dis grâce au confinement maintenant. Ouais. Au début, je me suis dit... grâce au Covid, quoi. Ouais. On a beaucoup craint pour tous, mais en réalité, on est revenu bien plus fort. Bien plus fort, avec plus d'idées, avec plus de créativité, donc pour moi c'est fou ce que je vais dire, mais ça a presque été une chance. Ouais. Une deuxième naissance de la marque. On était dans notre petite zone de confort, à vendre toujours la même chose, où c'était et du coup ça nous a forcé à appréhender ce marché différemment, et à travailler plus, et à travailler mieux, à être plus mieux calculer ce qu'on faisait, et s'ouvrir. Et en fait, s'ouvrir, c'est la clé pour... du moins pour moi, pour être... Donc, qu'est-ce que tu as changé depuis ? Alors, pour parler concrètement, pas mal de choses. On a gardé le Goodyear qui reste la trame principale, parce que c'est l'ADN de la marque, même si on va rentrer des choses un peu différentes, et des choses différentes vont arriver. Mais le Goodyear reste la clé. Ce qui change, c'est surtout les semelles. Les semelles, les cuirs, pour se diriger vers plus de confort. Donc malheureusement les semelles cuir perdent un petit peu de place, et laissent place justement à plus de semelles gomme, qui, on se rend compte, à part le côté un peu plus vulgaire que ça peut représenter, un peu c'est des semelles en plastique, quoi. Plus épais, quoi. Plastique, on se rapproche pas de la basket, parce qu'en réalité, dans les semelles gomme, il y a beaucoup de qualités différentes. Il y a des boîtes qui font du très bon travail. Et hormis ce côté-là, qui peut paraître un peu moins quali qu'une belle semelle cuir de la tannerie du Puy ou d'autres, en fait, c'est des beaux produits. Après, on va pas se mentir aussi que la semelle cuir, personne marche dessus, quoi. Plus personne marche dessus, on a marché dessus pendant 300 ans, aujourd'hui c'est fini, il faut être conscient. Je pense que c'est aussi casse-gueule de marathon. Le confinement, mais c'est fou, mais en fait a remis en question des choses qui étaient établies comme ça depuis des années. Si t'as pas un art de vivre qui te permet d'être entre ton chauffeur, l'entrée... non mais attends, c'est très casse-gueule quand même. Alors il y a des préparations de semelles, il y a toute la cordonnerie qui va avec, mais c'était ancré quand même. On met tous des patins dessus, tu vois. Donc, tout le monde met des patins, mais c'était ancré. Voilà, ton premier boulot, où tu es en costume, quel qu'il soit, et t'as des chaussures en cuir, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que tu peux avoir des beaux souliers qui sont pas forcément avec des semelles en cuir, et t'es pas ridicule, et ton patron il va pas te regarder de travers. Sauf que nous, je pense qu'on vit la naissance de cette période-là. Et en fait, je trouve ça assez beau. Et moi, je me dis peut-être dans 20 ans, je me dirais, tu te rends compte, en fait, on a connu cette période où tout le monde, 80% des gens dans le métro, avaient des chaussures en semelle cuir. Et en un claquement de doigts, c'est-à-dire 3 ans, plus personne. Et les gens, ils veulent des choses différentes. Alors j'exagère un peu. Vraiment, aujourd'hui, t'as des gens. Et après, je pense que tu dois avoir des gens qui disent non, moi je ne porte que des semelles cuir. Nous, c'est une partie importante de notre clientèle d'ailleurs qui continue à venir chez nous et qui est encore plus fidèle qu'avant, parce qu'ils me disent mais je peux aller que chez vous maintenant. Bonne qualité avec des prix raisonnables, ou du moins des prix normaux. Même si je sais que c'est
300, 400, 500, ça reste des budgets importants. Mais il y a des gens qui me disent non, mais moi je refuse. Je suis bien dans le cuir. Et c'est pas une question de mode, c'est que je suis bien dedans. J'aime pas les semelles gomme, j'aime pas les baskets. Je me sens pas d'aller travailler avec des chaussures en plastique ou des baskets, quoi. C'est pas mon goût. Ça reste quand même important, hein, cette clientèle-là. Mais elle évolue et elle s'est quand même métamorphosée. Hein. Donc on a vécu un tournant dans notre milieu qui pour certains a dû être dur, mais moi encore une fois, je pense que c'était une chance. J'ai eu de la chance de vivre ça. Et donc, en fait, ouais, parce que je voyais je voulais reparler aussi de la création de Malfroid, tu vois, avec cette première boutique que t'as ouvert. Enfin, en fait, t'es resté dans ta boutique dans laquelle t'étais à la base. Oui. Donc, avec ce précédent chausseur, donc tu changes le nom, tu recrées ta marque, tu mets les nouveaux modèles à l'intérieur. Et non, dis-moi. Non, dis-moi. si, c'est ouais. ça. Non, vas-y, dis-moi ce que tu... Non, c'est la boutique était à moi, effectivement, à l'origine pour d'autres activités. Puis après, il y a Malfroid, la société Malfroid qui est arrivée. Parce qu'en fait, sur ton ancien job, tu commences un peu... voilà, comme tu dis, responsable de boutique. Après, tu prends une boutique à toi. Voilà, ouais. J'avais ma boutique à moi, effectivement, et dans laquelle j'ai passé plein de bons moments. Cette boutique, on l'a toujours. Et je me dis que même si Malfroid se développe bien, comme ça a l'air d'être le chemin qu'on prend, j'espère que je l'aurai toujours, cette boutique, quoi. Ouais, Elle est belle, il y a un très bel immeuble haussmannien au-dessus de nos têtes. On a un bel espace. C'est marrant parce qu'elle est rue Villebois-Mareuil, dans le 17e. Ouais. Et elle est un peu cachée, cette boutique. Ouais, on est complètement cachée même, tu vois. Elle est un peu cachée, mais je trouve que moi j'avais choisi cette adresse parce que justement elle avait ce côté un peu confidentiel, où faut mériter, quoi. Pour avoir ces produits-là, voilà, quoi. Ma place, c'est pas entre Orange et qui habille sur les grands boulevards, quoi. Je pense que même nos clients ne comprendraient pas qu'on s'installe là. Il y a le côté un peu... Alors là, maintenant, tu me diras, ça n'a rien à voir, d'être rue Saint-Honoré. Donc tu as ouvert une deuxième boutique rue Saint-Honoré, au 310 Saint-Honoré. Avec une adresse qui n'a rien à voir, mais parce que pareil, je me suis dit, il faut un peu sortir de sa zone de confort et il faut se confronter au vrai marché. Après, on a eu une très belle opportunité d'être ici. C'était une vraie chance. Et la boutique est magnifique aussi, même si elle est très très différente en tout point. La boutique du 17e, on a énormément de vitrines. Elle fait vraiment boutique parisienne à l'ancienne. Elle a une vitrine en bois, d'angle. On a peut-être 18 mètres de vitrine. Je veux dire, alors que là, la rue Saint-Honoré, la vitrine est beaucoup plus petite, mais elle est très profonde. C'est coincée entre deux immeubles. Mais c'est une période que j'aime bien de l'histoire de Paris aussi, la rue Saint-Honoré. Je trouve qu'elle a une très belle histoire avec la rue de Rivoli derrière qui avait été refait pour l'exposition universelle, qui est la rue flamboyante, quoi. Ils avaient créé des arcades au cas où il pleuve. Je veux dire, c'est fou ce qu'ils avaient fait à l'époque. C'est dingue, Haussmann, ce qu'il a fait, même si ça avait été critiqué à l'école. Et puis derrière, il y a la rue Saint-Honoré. Ce petit bout de rue... bazar total. Qui est toujours un petit bordel. Enfin, nous, la partie c'est très luxe, mais c'est un bordel. En termes d'architecture, c'est le bordel. Hein. En vrai, je pense que pour avoir visité quelques rues un peu flamboyantes comme ça dans le monde, tu vas à Los Angeles, tu vas à New York, tu vas à Rome, enfin plutôt à Milan, bon après à Rome un peu, mais la rue Saint-Honoré, c'est une absurdité par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu as cette espèce de bout de rue avec des trottoirs qui font 1 mètre de large, avec les plus belles boutiques du monde, enfin les plus belles marques. Et en fait, moi je trouve ça fou que cette rue Saint-Honoré, elle soit pas sur la rue de Rivoli. Pourquoi toutes ces grandes marques, LVMH et toutes les marques, pourquoi elles ne sont pas mises sur la rue de Rivoli, sous les arcades, face aux Tuileries, sous les gens qui viennent acheter non, c'est juste derrière, c'est drôle. Les gens qui viennent acheter du Saint-Laurent, du Gucci, du Chanel, ils viennent dans des... Alors, je pense que c'est ce qu'ils aiment dans le charme parisien, nous, on s'en rend plus compte. Mais tu vois, c'est en discutant ensemble que ce dont je me rends compte de ça. Enfin, tu vois, tu prends... c'est quoi ? C'est Rodeo Drive,
où tu prends comment c'est via putain, je me souviens plus de ce nom, mais à Milan, tu vois, cette grande rue là où la galerie Vittorio Emanuele ou des choses comme ça, c'est flamboyant, c'est grandiose, tu vois, c'est magnifique. Tu prends la Fifth Avenue à New York, c'est magnifique, enfin tu vois, c'est et nous on a la rue Saint-Honoré. Nous on a la chance d'avoir beaucoup de rues comme ça à Paris, hein, les Champs-Élysées, Montaigne. Ouais, mais ce petit bout de rue aujourd'hui, c'est quand même la rue qui concentre le plus de boutiques de luxe. Je sais pas, t'as Montaigne aussi, mais sans être trop chauvin, quand Colette était installée. Pour moi, c'était la rue numéro 1 dans le monde. C'est ça, c'était le centre. Il y en a qui vont dire, il y en a plein d'autres, ils voyagent pas pour dire ça, mais si, je veux dire, à l'époque, l'Europe entière venait à Paris pour faire du shopping parce que les plus belles marques étaient là, mais quand Colette était là, je veux dire, c'était à l'époque, au début, c'était, je sais pas, j'avais l'impression que c'était le centre du monde de la mode. Bon, ça s'est vite éparpillé, c'est normal, et parce qu'il faut que ça tourne, etc. Mais c'est vrai que c'est drôle. Moi, je dirais qu'il y a des boutiques que je vois, il y en a une notamment qui est tout au bout, quasiment sur la Concorde, sur la rue de Rivoli, qui vend des chapeaux et qui vend des trucs pour hommes. Mais elle est incroyable, cette boutique. Je rêverais de m'installer là. Ah ouais. Pour moi, c'est une des plus belles boutiques de Paris. Il y en a d'autres que j'adore, avec des emplacements incroyables. Mais aujourd'hui, ces emplacements, c'est malheureux, mais c'est pas forcément eux qui sont les plus efficaces en termes de marketing, mais en termes de poésie et de beauté de Paris. Parce que je dois dire qu'il y a une partie de mon métier où j'essaye humblement de participer à l'effort collectif en rendant humblement la ville un peu plus belle, en faisant des jolies boutiques, en travaillant notre style parisien, ce qui a fait de ce que nous on est, de remercier aussi un peu ça, quoi, de se dire voilà, on va vous faire quelque chose de beau et on va participer à ce goût français, à cette vision qu'on a, qui est quand même particulière, faut pas le mentir, la vision française, elle est particulière. Elle l'a toujours été et je pense qu'elle l'est toujours, même si les choses bougent tellement vite qu'elle est mise à mal. Il y a quand même cette histoire qu'on ne peut pas enlever. Et si Malfroid arrive humblement à participer, ne serait-ce qu'à une petite goutte à ça, je serais trop fier, quoi. Et toi, tu trouves que tu as ta place dans cette rue qui vend justement du x10, comme tu disais Historiquement, oui. J'ai lu un livre, ce qui est assez rare pour moi, sur la vie de Louis Vuitton. C'est un peu romancé, mais je me Gaston Louis Vuitton? Non, il s'appelait Louis Vuitton. Non, il y avait Louis Vuitton. Il y a eu... Non, mais il y en a eu plein. Il y a eu plein des... Ok, d'accord. Et quand il s'installe à côté du futur hôtel du Louvre, qui est toujours là au bout de la rue. Et ça m'a fait bizarre de lire ce bouquin parce que je me sentais vraiment un peu comme lui au début, sauf que lui, la rue Saint-Honoré, c'était un bordel, mais au premier sens du terme, c'était vraiment le bazar ici. Et tout ce quartier-là, on parle de Opéra, Madeleine et Louvre, donc ce triangle-là, à l'époque était un quartier relativement sécurisé dans Paris, qui n'était pas trop sale, où les touristes étrangers, même s'ils étaient peu, venaient. Et il y avait des beaux hôtels, il y avait cet opéra, il y avait ce début de cette flamboyance parisienne. Et la rue Saint-Honoré, ces boutiques-là s'installaient là. Lui, la première boutique dans laquelle il travaillait, elle était rue Saint-Honoré, c'était que des boui-boui, c'était que des petits artisans, des petits... Et en fait, je me dis, historiquement, on est complètement dans le thème. Aujourd'hui, on est un peu en décalé parce que Malfroid, c'est une marque qui est jeune, qui est encore jeune. Et on va côtoyer les grandes marques, etc. Donc on peut être un peu le petit poisson dans l'aquarium. Je dis pas de requin, mais on va dire je sais pas, je m'y connais pas en poisson. Et du coup, je me dis historiquement, en fait, on est assez juste. On est assez juste à être là. On est assez juste et j'espère que aujourd'hui, ça devient tellement délirant à Paris, à Londres, à New York, d'avoir des boutiques bien placées que je me dis que c'est une chance. Et on fait du mieux qu'on sait faire. On accueille les gens au mieux, que ce soit les touristes et les Parisiens. On fait ce qu'on sait faire et on verra bien. Et en vrai, on est trop fiers d'être à côté de ces maisons. On se dit que peut-être s'ils nous regardent en se disant c'est les petits jeunes et ils essayent de bien faire les choses.
Tu penses qu'ils te regardent? Je pense pas, mais peut-être un jour, mais c'est pas grave, j'avoue que... Ouais, on est pas... J'avoue que c'est pas du tout ni mon but, ni quoi que ce soit, mais après, s'ils nous regardent... Toi, tu es venu t'installer là pour essayer d'aussi toucher une nouvelle clientèle, j'imagine? Bien sûr, ouais. Et de se confronter à la clientèle internationale et ça vous a appris beaucoup de choses? Ouais, énormément. De pas vendre de la même manière, j'imagine? On vend pas de la même manière, c'est plus dur. Dans un certain... Rue Villebas-Marais, j'imagine que le mec qui rentre... Alors, on a un taux de transformation de 100%. Ouais, voilà. Quelqu'un qui rentre, c'est quelqu'un qui achète, c'est quelqu'un qui connaît la marque, qui connaît le produit, qui nous connaît nous. Alors qu'ici, bon... Ici, il faut tout faire. Ouais. Et nous, on part du côté... Vous voyez bien que c'est de qualité. Et en plus, sincèrement, on n'est quand même pas très cher. Donc le gars, il rentre, il a bien aimé la vitrine, les modèles qu'il a vus. Il se dit, faut refaire le discours à chaque fois. Et qui vous êtes? Et comment vous êtes arrivé là? Souvent, les gens nous disent, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Ouais. J'ai l'impression que votre boutique est là depuis toujours, alors qu'en fait, elle est là depuis 3 ans. Et ce discours, il faut le refaire à chaque fois. Mais c'est très bien parce que ça nous fait rappeler qui on est, d'où on vient, qu'on est encore jeune, que tout est à faire. Et en même temps, ça me va. Parce que je me dis que ce qu'il y a de beau dans l'histoire, c'est comme on dit, c'est le chemin, quoi. Ouais. Et qu'on est dedans, là. On est au début du chemin et je trouve que c'est assez beau, ça a ses difficultés aussi, hein, attention, hein, c'est pas toujours simple. Mais ouais, ça nous a beaucoup appris. On réajuste le tir, même sur beaucoup de choses, la manière de parler sur le site internet. Depuis qu'on est à Saint-Honoré, c'est autre chose. Voilà. Même si je préfère vendre des chaussures aux Américains en boutique qu'aux Américains sur Internet. Ouais. Au moins, on avance, quoi. Voilà, et on apprend, quoi. Et comment tu définirais, je dirais, ta marque en termes de gamme? Tu dis qu'elle est haut de gamme? Ouais. J'étais hier à l'atelier. Quand tu y vas, tu comprends que c'est haut de gamme. Ouais. Bien sûr que c'est haut de gamme. On fait pas du moyenne gamme. Alors effectivement, on peut avoir un prix qui est encore positionné presque qui est pas le vrai prix, qui est pas le juste prix pour le produit et les cuirs qu'on utilise, la manière dont c'est fait et l'énergie qu'on met dedans. Je trouve qu'on est encore voilà, on a encore des prix qui sont très 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 raisonnables. Mais bon, on est jeune, donc faut pas être prétentieux. Il faut vivre. Puis si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça pour l'instant. Ouais. Mais ouais, on est une maison haut de gamme. Et pas que dans les souliers, dans la manière de voir les choses, dans la manière dont on accueille les gens, dont on parle aux gens, dont on s'adresse aux gens. Moi, je suis très malheureux quand je fais des boutiques. Alors, moi, je suis personne, hein, je suis pas un client riche américain qui arrive pour acheter des Louis Vuitton, mais je suis surpris parfois dans des boutiques françaises de la manière dont on est reçu. Soit on est reçu parce qu'on sent qu'il lit son bouquin de procédure, ou alors il s'en fout, ou alors et je trouve ça malheureux et je trouve ça triste, mais en même temps tout le monde ne travaille pas pour sa propre passion et machin, et c'est très dur de trouver du personnel qui est passionné, qui aime ce qu'il fait, etc. C'est dur, mais c'est vrai que parfois je me dis putain, tu vends un beau produit, mon gars, tu vends quelque chose de beau, tu vends quelque chose d'historique, et on dirait que tu me vends une ramette de papier. Je veux dire, je trouve ça un peu dommage, mais après c'est peut-être la génération qui veut ça aussi et que tout le monde trouve pas sa place et que c'est dur d'être exigeant avec tout le monde. Moi je suis très exigeant avec les gars avec qui on bosse, mais c'est facile de l'être parce qu'on aime tout ce qu'on fait. Ouais. Mais pour d'autres, je peux comprendre. Donc, je jette pas la pierre non plus, mais je me dis, on a une belle ville, on a tout pour vendre, pour se faire plaisir avec. Donc voilà, cherchons le plaisir avant tout, cherchons à aimer ce qu'on fait, et après la journée passe plus vite. Hein. Et quand on rentre dans tes boutiques, enfin dans tes 2 boutiques, il y a toujours au mur des choses, est-ce que ce soit des montres, des voitures, des trucs comme ça. Pour toi, c'est important de transmettre ça à ce moment-là, genre auprès de ton client? Oui, c'est important. De toute façon, tout est important quand quelqu'un rentre dans la boutique. Tout est important. Après, forcément, l'horlogerie, le milieu automobile, c'est des milieux qui gravitent
autour d'une autre, mais comme autour de l'horlogerie, autour de tout ce qu'on veut. Mais tu fais ça juste parce que tu kiffes ça en fait. Ouais. C'est pas calculé. C'est je dois dire que ça, et à chaque fois qu'on a fait des décos, on l'a fait parce qu'on aimait. On s'est pas dit on va mettre ça parce que les gens ils vont rentrer dans la boutique, etc. Non, c'est juste que ça se fait naturellement et que je me vois pas mettre autre chose au mur. Que effectivement la déco qu'on a en ce moment. On a des jolis cadres avec des voitures anciennes que je vous invite à aller voir sur notre Instagram qui sont très sympas. On a eu des tableaux, pas des tableaux, c'était des dessins de montres qui étaient superbes aussi. Bon voilà, c'est vrai que c'est souvent on les a là même dans le bureau là, du coup on en a quelques-uns. Mais c'était Constance Tournier qui fait ça à la main, c'est très beau, ça fait des beaux cadeaux et ça décore très bien les bureaux et les boutiques. Et effectivement, bon, comme par hasard, à chaque fois c'est des Patek, des Omega, des Breguet, comme par hasard. Mais voilà, ça correspond à ce qu'on aime aussi et puis c'est sympa d'en parler aussi. Il y a des gens qui rentrent dans la boutique et disent mais vous aimez les montres, mais vous aimez les voitures, mais vous aimez l'art mais d'ailleurs, contemporain. Il faut aussi dire que les chaussures sont nommées souvent soit des noms de voitures, soit... on a un petit peu de tout. Un de nos modèles phares, le Defender. Forcément il y a Defender, même si à l'origine on avait dit Defender et on pensait à autre chose. Mais c'était quoi à l'origine? Non, il y avait le côté où on avait réfléchi autour du thème de quelque chose qui te protège. Quelque chose qui va te défendre et quelque chose qui va te protéger des agressions. C'était plus après, il y a le Defender, on s'est dit le Defender. Alors ce qui est marrant avec ce modèle-ci, c'est que le modèle est né du cuir. On a trouvé ce cuir qui est exactement la couleur des Defender à l'époque, des séries 1. Oui, t'as raison. Et c'était ces fameuses couleurs. Apparemment, Defender utilisait ces couleurs-là parce qu'il ne restait plus que ça et que l'armée, c'est des couleurs qu'ils avaient en stock et du coup ils ont peint une espèce de vert passé, de vert, oui, un peu exactement, un peu sauge comme ça. Et on a trouvé ce cuir là et on a dessiné le modèle autour du cuir. Là, la prochaine collection, on a même un Defender Highland, donc la version haute, qui va arriver avec une bâche comme on bâchait l'arrière des Defender à l'époque. Donc on a trouvé cette même bâche, donc encore un clin d'œil. Mais bon, pareil, ça s'est fait. Je vous jure que c'était pas du marketing. C'est vraiment parce que en creusant, on s'est rendu compte que et puis c'est cohérent en termes de design, c'est cohérent en termes de matière et ça apporte quelque chose d'un petit peu frais. Mais oui, c'est vrai que souvent les modèles ont des noms un peu évocateurs, pas forcément. J'aime pas quand c'est trop tiré par les cheveux. Mais on avait fait beaucoup d'hôtels aussi, des noms d'hôtels qu'on aimait bien. Attends, il y avait quoi? Stelvio aussi, c'est quoi ça? Stelvio, c'est une montagne. C'est une montagne, c'est un col. Ouais. Que les cyclistes connaissent bien ou que les alpinistes aussi, que les alpinistes connaissent bien. On a plein de choses, hein. Bonneville. Triomphe. Voilà. Triomphe, oui, et puis aussi la vigne de Bonneville, parce qu'avant d'être les Triomphe, c'était. C'est quoi? C'est une ville sur laquelle il y avait c'est un lac salé là. Ah ouais. Ils faisaient des concours de vitesse là-dessus. Ah d'accord, aux États-Unis. Je sais pas, tu vois, et ça, effectivement, ça vient de là. Et ça existe toujours, hein, ces courses, c'est un grand lac salé et sur lesquels il y a les records de vitesse moto, voiture. Ça s'est toujours fait et les constructeurs allaient beaucoup là-bas à l'époque. C'est l'ancêtre des circuits d'essai, quoi. Donc voilà, des choses qui évoquent un peu, qui ont un univers, même si encore une fois, moi je suis pas trop marketer ça. J'aime pas quand c'est too much. J'aime pas quand. J'aime quand ça reste relativement simple et que ce soit pas trop tiré par les cheveux. Ça m'agace un peu quand les gens font tout un marketing alors qu'en fait il y a rien, c'est juste du vent. Voilà, je veux que ça reste une petite évocation. Voilà, une évocation effectivement. Et comment tu vois l'avenir alors là? C'est quoi les projets alors nous, tu peux parler? Quand c'est des projets, généralement, on vous dit vous verrez bien. Et on en a pas mal, on est assez actifs et j'avoue que j'ai cette chance d'avoir pas mal de propositions. Pas mal de choses. Après, nous, on est une petite maison encore. On y va progressivement. On veut pas courir plus vite que le vent. On va arriver au printemps Haussmann dans quelques semaines. On a d'autres choses qui arriveront. Je t'en parlerai en début d'année prochaine, etc. Donc, j'avoue que
C'est très excitant en termes de développement commercial. Et après, comment justement tu arriveras à transmettre transmettre tout ce dont tu viens nous parler, tout ce dont tu viens nous parler. Il manquait peut-être de lettres. J'ai pas entendu. Tu viens de nous parler, tu vois, d'atmosphère, de transmission, etc. Comment tu vas réussir à infuser ça dans une boutique ou un shop-in-shop dans le Printemps Haussmann? Là, c'est délicat parce que pour l'instant, c'est que des corners ou des choses comme ça. Donc ça, c'est délicat. Ouais, c'est très compliqué. Dans ces conditions, c'est compliqué. Après, un shop-in-shop, c'est autre chose. Là, tu recrées ton univers dans l'univers d'un grand magasin. Là, c'est plus simple. Toutes les marques le font. C'est des codes couleurs. Ouais. C'est ton esthétique générale. C'est ta DA. C'est les modèles qui doivent faire le boulot. Ouais. C'est la sélection de tes modèles qui doivent faire le travail. On se dire, ah tiens, là, leur style, c'est ça. Mais logiquement, je vois, il y a des marques qui sont présentes que j'aime ou que j'aime moins, qui peuvent être dans ces parties-là où ils sont pas shop-in-shop, mais quand c'est bien fait, on voit le goût, on ressent les choses. Et ça doit te parler. Il y a des marques italiennes, il y en a que j'aime, d'autres un petit peu moins, mais ils sont assez forts pour ça, les Italiens. Voilà, ils mettent 10 modèles, tout de suite on comprend. On comprend parce qu'il y a un cousu qui est commun, parce qu'il y a des cuirs qui sont communs, il y a des finitions, il y a un style, il y a des formes. Et ça crée ton univers. Logiquement, une marque qui est bien faite, elle n'a pas besoin de déco. Hein. Et hors toi, c'est quoi ton Graal de chaussures? De marque de chaussures, tu veux dire? Ouais. J'ai pas vraiment de Graal. Il y a des marques que j'aime beaucoup. Après, moi, c'est pas le cas pour tous les domaines, mais j'estime que c'est pas parce que c'est cher que je vais aimer forcément. C'est plutôt des périodes que j'aime bien. Il y a des périodes de Weston que j'ai adoré. Lob, forcément, pour moi, c'est une référence. Et je trouve qu'ils se sont bien réinventés au fil des années, ce qui est dur pour des institutions. Tu vois, de se réinventer, d'apporter de la nouveauté, tout en faisant bouger les codes. Nous, on peut faire bouger les choses. Ça fait peu de temps qu'on existe, mais quand ta boîte elle a 100 ans, c'est compliqué. Hein, et surtout quand il y a beaucoup de staff, avec beaucoup de gens qui vont te dire non, on peut pas, non, on peut pas. Je trouve que Lob a bien fait les choses et je trouve qu'il y a des modèles que personne fera aussi bien que le double boucle. Moi, c'est un modèle référence pour moi, les doubles boucles dans une collection de chaussures. C'est bien ou c'est moche, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Lob, je trouve que c'est toujours bien. Il y a d'autres marques anglaises, références aussi, font le double boucle. Je sais pas, je l'aime pas. Je trouve que c'est mal proportionné. Les boucles sont pas bonnes, sont mal placées, les talons sont pas bons. Il y a des choses qui vont pas. Je trouve que c'est toujours bien. Toujours bien. Voilà. Et après, non, il y a plein de marques. Moi, j'adore les marques françaises que j'adore. Nos voisins Paraboot, j'ai toujours aimé ce qu'ils faisaient. 3-4 modèles qui, pour moi, sont extrêmement bien dessinés. Comme Weston l'a fait, ils ont des modèles. C'est très bien que dans 30 ans, ils bougeront pas. Ça sert à rien d'essayer de faire autre chose. Ne changez pas. Ils sont bien comme ça. C'est pas grave si ça bouge pas. Paraboot, pour le coup, c'est une marque qui, je trouve, arrive à bien créer de l'actualité, de la nouveauté, tout en gardant son ADN. Très bonne marque. Très bonne marque. Voilà. Ils ont gardé leur côté un peu authentique. Ils se prennent pas pour d'autres. Mais tout en arrivant à faire des petites collabs. Beaucoup de collabs. Voilà, je pense que ça, c'est assez fort, de rester fidèle à qui on est et en même temps de s'ouvrir aux autres et de faire des choses et de faire du marketing. Je trouve qu'ils le font plutôt bien. C'est une marque que j'aime bien. Voilà. Je trouve que c'est Mais il y a plein d'autres... Je suis d'accord avec toi. Écoute, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose? Dis-moi. Si tu veux qu'on parle de voitures, ça fera un deuxième podcast. Ouais, c'est ça. Non, on va se relancer. Même si les voitures vont peut-être nous lier dans pas longtemps, on va voir. Ouais, on va voir. On dit rien pour l'instant. Exactement. Non, bah c'était sympa de parler avec Arnaud. Avec moi et avec des centaines et des milliers de personnes en général. Wow. On est à 1h30. C'est bien 1h30. T'as 1h30 que tu parles, t'imagines? C'est le temps que je passe avec un client à chaque fois. C'est vrai? Ouais. 1h30? Non, j'exagère, mais quand on est bien avec quelqu'un, et c'est notre métier aussi, c'est que c'est sympa de papoter. Alors moi, j'ai plus trop le temps, je dois dire, mais quand on tombe sur quelqu'un qui nous accroche sur tel ou tel domaine,
on a envie de parler, c'est ce qui est beau, on a cette chance. Quand tu travailles dans un bureau, t'as pas le temps de papoter pendant 3 quarts d'heure avec un client, tu vois, tes collègues ils te regardent, ils se disent non mais oh. Et en fait nous c'est ce qui fait que. C'est pour ça que les gens viennent chez nous aussi, je le sais. Et c'est le fait qu'on soit petit et le fait qu'on soit encore libre, qu'on soit pas plein de procédures, qui fait le charme aussi de la maison, et c'est ce que moi je cultive. Tu définis pas que un client doit rester moins de 30 minutes. Non. Quoi. Le client il part quand il a envie de partir. Ouais. Voilà. Parfois faut accélérer parce que voilà, mais il est pas tout seul quoi. Mais on a cette chance, on en profite. Un jour peut-être qu'on pourra plus, ou peut-être qu'on aura un directeur de boutique qui dira bah non, c'est 35 minutes par client, pas plus. Et c'est comme ça. Aujourd'hui on profite de. Mais on l'espère pas quand même. On l'espère? Non, j'ai dit on l'espère pas. Bon, ça dépend. Une partie de moi qui l'espère aussi. Hein. Ah ouais. Après t'aimes ça quand même être dans ta boutique. Ouais, bien sûr. Sinon, je ne fais pas ce métier. On a un bureau dans lequel on est en ce moment, j'y suis jamais. J'avoue que je suis mis en bas avec les clients. Si tu avais une personne que tu aimerais, je sais pas si tu as déjà écouté Radio VGL, mais si tu avais une personne que tu aimerais écouter, avoir à ta place, qui est-ce que ce serait? Vivant et français. Ou un pote, ou j'en sais rien, ou un autre créateur de marque. C'est dur là, j'aurais dû penser à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'admire. Après c'est plutôt des domaines. Bien sûr que j'ai envie d'entendre des gens qui font. J'ai adoré écouter Alexis Lafont, que je salue, Colincourt. Oh non, c'était bien marré sur ce podcast. Le seul podcast où il y a eu on a été obligé de faire une pause tellement il était long. Je crois qu'on a fait 3 heures, un truc comme ça. Donc du coup, j'avoue que j'aime bien entendre les gens qui ont la même expérience que moi. Du coup, on aime bien partager et avec Alexis d'ailleurs, on partage parce qu'on se voit de temps en temps et on partage nos expériences. Donc j'ai envie de dire des gens qui sont dans la chaussure, comme ça. Après, personne en particulier, parce qu'on se rend compte d'ailleurs que dans le monde de la chaussure, les créateurs se mettent pas forcément en avant. D'ailleurs, moi, c'est la première fois que je le fais, même si là, j'ai pas forcément l'impression de me mettre en avant, mais où c'est souvent la marque. C'est pas le créateur. Alors maintenant, il y a le boutin, il y a des gars. Maintenant, ça y est, en termes de marketing, c'est eux qu'on met en avant. Mais moi, j'avoue que j'ai jamais été trop à l'aise avec ça. Et je me rends compte qu'en fait, les autres marques, les gens qui gèrent ces autres grandes maisons anglaises ou françaises, sont relativement discrets. Même si chez Weston, on a des porte-paroles et des figures maintenant, de plus en plus, par exemple. Mais le reste c'est assez discret, donc effectivement sans citer personne en particulier parce que j'ai pas forcément de nom comme ça. Donc tu répondras pas à ma question. Si mais après non, mais plutôt par secteur. J'ai envie que toi je pense qu'il y a un truc à faire sur le monde de la maison, sur le design intérieur, sur le mobilier, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi c'est un milieu qui m'intéresse depuis longtemps. Et depuis, un qui me passionne aussi, ça c'est. Et c'est un sujet qui est et puis il y a plein de studios de création. C'est extrêmement dynamique. Et je pense qu'il y a des gens super là-dedans, qui sont des gens qui fonctionnent là pour le coup que sur leur coup de cœur, que sur leur sur leur vision. Énormément il y a énormément de concepts, de philosophie. Exactement. Les archis et les. C'est pas des gens qui. Les designers sont très. Il y a une vulgarité qui est moins présente chez ces gens-là, je trouve. Et je dois dire que j'aime bien ça. Ces gens qui travaillent pas que pour l'argent, qui travaillent pour ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent transmettre sur une philosophie. Tu viens de le dire. Je trouve J'ai eu la chance de rencontrer les frères Bouroulec, qui sont très connus. Et c'est vrai que c'était discuter avec ces gars-là, ils sont en interview, tu peux regarder sur YouTube, tu vois, des interviews d'eux. C'est tellement profond, quoi. C'est gens qui sont c'est tellement profond. Je pense qu'il faut écouter des gens qui ont de l'expérience. Moi, je me considère encore comme jeune et quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un milieu, il a des trucs à te dire. Je fais partie de ces gens qui pensent que t'es bon quand tu bosses. T'es bon quand tu fais, que tu refais encore, c'est là que t'es bon. Écoutons ces gens-là. C'est ces gens-là qui ont de l'expérience, qui vont apprendre des choses aux autres. Un petit nom, là Non, franchement, tu me prends de court. En plus, ça fait 2 heures qu'on parle. Je suis dans mon truc.
Non, on cut. On et cut, après, ouais. dans 2 minutes, Je les mettrai sur le site. Voilà. Et en fait, il m'a dit, il m'a attrapé à la porte. Il m'a dit, ce gars-là, lui, je sens qu'il a des trucs à dire. Il est cool. Mais non, je sais que tu auras plein de bonnes idées. Tu en as eu plein. Mais continue sur ces milieux-là. Ouais. Allez, trouve-nous quelqu'un dans l'automobile. Il y a un très bon podcast d'ailleurs sur l'automobile que j'écoute dans la voiture. Dans ma voiture quand je suis coincé sur la 6 le dimanche soir. La boîte à gants. Ouais, il est très très bon. Gars super sympa en plus, je l'ai rencontré quelques fois, vraiment un chic type, grosse réussite. Ouais. Je sais pas si c'est une réussite, mais en tout cas c'est très agréable à écouter. Il a des invités qui sont de qualité et encore une fois c'est pas forcément des gens connus. Non. Il y a plein de gens, je dis mais c'est qui celui-là Au début on a. Mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, j'y ai pensé récemment en écoutant le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, qui est un peu une référence, d'ailleurs Mathieu, je te salue, qui est un peu une référence dans le monde start-up, machin, truc. Alors parfois t'écoutes des mecs qui ont levé des millions d'euros, qui ont 35 ans et qui ont vendu 4 boîtes à 10 millions d'euros, t'es là, waouh, ok, je suis un peu en retard, même si on n'a rien fait, j'ai rien fait pour ça, donc je vais pas, voilà. Mais il a un succès énorme, son podcast, et aujourd'hui il reçoit beaucoup de gens connus, et je me dis putain, j'ai aussi envie d'écouter. Tu vois, récemment j'ai vu Martin Solveig, qui est super sûr, connu, que quelqu'un qui est pas connu, mais j'ai vu Martin Solveig et je me dis putain non, j'ai envie de voir, genre une fois il a interviewé la fille qui avait, enfin la dame, parce qu'aujourd'hui elle est assez âgée, mais qui a fondé Tartine et Chocolat. Sympa ça. Catherine Pavin, et qui est quelqu'un de, enfin bref, quand tu l'écoutes, tu passes 2 heures à l'écouter, c'est genre c'est un roman quoi, sa vie. Et tu vois, tu t'attends pas à la voir, tu la connais pas, ok, c'est une figure dans le business, mais moi je la connaissais pas du tout, et t'es content, tu vois, de découvrir un autre profil et pas forcément découvrir quelqu'un que tu connais. Donc je trouve ça intéressant que tu dises d'aller chercher des gens qu'on connaît pas, quoi, tu vois. Les gens de l'ombre. Il y a des gens qui ont bossé 20 ans, qui n'ont jamais dit leur nom. Et qui sont pourtant les mais clés, après, quoi. dans la cuisine, t'as plein de gens. Des cuisiniers. Guy Savoie, très sympa. J'adorerais interviewer Guy Savoie, qui est quelqu'un de vraiment que j'ai rencontré Guy aussi, Savoie, ou même des gens plus adorable, vraiment adoré. Ou des gens plus. Pour le coup, je viens de dire le contraire de ce que je viens de dire qu'il faut faire. Interviewer des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Non, mais gastronomie, et même nous, c'est peut-être moi, je suis un Aveyronais, donc forcément, la bonne bouffe, c'est mon truc. Et j'avoue que c'est un milieu sur lequel j'aimerais bien me rapprocher. Voilà, je trouve que c'est un très très bel univers qui matche parfaitement avec le nôtre. Donc, du coup, si tu veux réunir la cuisine, l'automobile, bon là ça fait un food truck, avec la chaussure et l'horlogerie et le vélo, c'est un truc un peu bizarre. C'est un atelier de réparation dans un camion. En prochain business qui vend de la bouffe et qui répare des montres aussi. Il y en a qui ont fait ça, regarde Hermès. Ils vendent des vélos, c'est vrai, des montres, la puissance de la marque, peu importe. C'est toujours ce que je disais aux marques avec qui je discute, avec qui j'ai eu l'occasion de... Vuitton fait du chocolat maintenant. Voilà, peu importe ce que tu fais. Si t'es assez fort pour... D'ailleurs, ils vendent leur petit chocolat chaud. Si t'es assez fort, mais même tu vas si ta marque est assez forte, tu peux vendre n'importe quoi. Saint-Laurent, ils ont leur espèce de petit café Kitsune. Je pense qu'aujourd'hui, ils font de la maille avec leur café, à mon avis. En vendant des briquets et des tote bags. C'est évident, mais c'est ce qui fait qu'on dit qu'on a réussi quelque chose. Quand les gens te font confiance aveuglément, j'ai pas dit comme des moutons, j'ai dit aveuglément, c'est que... Te font confiance, déjà. C'est que tu as réussi quand même quelque chose. Et ça, on peut pas leur enlever. Toutes ces grandes marques, on peut pas trop les critiquer. Mais ce qu'il faut, c'est respecter leur confiance. Enfin, tu vois, genre... Voilà, le sujet est là aussi aujourd'hui. Mais bon, c'est leur problème. Écoute, merci Victor. C'était passionnant de discuter avec toi. Si vous voulez retrouver Victor, eh bien vous avez qu'à vous abonner au compte Instagram de Malfroid. C'est Malfroid Shoes, hein, c'est ça? Malfroid Shoes, oui. Malfroid Shoes sur Instagram. Il y a aussi malfroid.com sur lequel c'est malfroid.com, hein, c'est ça? Ouais, malfroid.com. Malfroid.com, c'est pas Malfroid Shoes. Malfroid.com, et puis Reville-Bois-Mareuil, Saint-Honoré, voilà, vous venez voir ce que Victor et ses joyeux compères font. Voilà. C'est Paul, Jérémy et Karl, voilà, qui composent l'équipe
Karl, l'artiste qui Karl, l'artiste. patine, On aurait pu en parler de Karl. ouais, je ouais, le salue. Karl et son talent. Il y a quelques tableaux à lui qui sont éparpillés un petit peu dans la boutique de Saint-Honoré. peint Voilà. sur des chaussures. On parle de quelqu'un de passionné là aussi. Pas autre chose. Hein. Quand je le vois, il prend une chaussure, il commence à main levée à dessiner un truc sur une chaussure. Je lui dis, mais attends, mais tu pars à main levée? Ouais. Dis-moi, sinon je le fais pas en fait. Ah ouais, et au final, le rendu est incroyable. Il dessinait une tête de mort la dernière fois sur une chaussure, une commande, tu vois, genre. D'un client. Alors on la mettra pas forcément sur Instagram, celle-ci, Non, mais la c'est- réalisation est incroyable. est juste Elle est incroyable. incroyable. Ouais, un vrai talent. Parce- Là-dessus, voilà. Je suis très content de travailler avec des gens comme ça au quotidien. Donc je salue Karl. Jérémy, Karl et Paul. Merci Victor. Ciao. Merci à toi, Arnaud. bientôt. À Merci à bientôt. tous. Merci d'avoir écouté. Et puis au prochain épisode. Ciao.